Moi, je n'ai plus du tout envie d'être polie avec le système qui nous conduit dans cette situation-là. Par contre, j'ai absolument l'énergie d'être radicale et que si notre radicalité ne plaît pas, eh bien, c'est que vous faites partie du problème. Aucune bataille politique, aucune bataille sociale, aucune bataille écologique n'a jamais été gagnée en demandant s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Par contre, toutes les batailles sociales, toutes les batailles politiques, toutes les batailles écologiques qui ont été gagnées l'ont été parce que nous avons été impertinents et impertinentes à l'ordre social, à l'ordre politique, à l'ordre économique. Et donc c'est ça, moi, ma décision de la rentrée, ma résolution de la rentrée, c'est que je n'en ai plus rien à péter de leur bienséance. La radicalité que nous incarnons, tous les trois, que vous incarnez aussi parce que vous êtes là, c'est en réalité, je pense, quelque chose de très raisonnable. Être radical aujourd'hui, lorsqu'on est écologiste, lorsqu'on est de gauche, c'est tout simplement être raisonnable face à des gens qui ne le sont absolument pas. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'illustration de la crise du monde capitaliste, qu'en fait, au lieu de se remettre en cause un petit peu et de dire « Ah, c'est vrai qu'on est un peu bourrin quand même, on abîme tout, on va peut-être un peu se calmer, tout ça », non, ça va encore plus loin, parce qu'en fait, c'est aussi la logique de domination. Ils ne peuvent pas laisser des brèches, ils ne peuvent pas laisser un petit coin ils ne peuvent pas donner raison un seul instant à une contestation. Il faut qu'ils avancent, et c'est peut-être aussi tout ça dans la violence du discours auquel on assiste aujourd'hui. C'est quand, en fait, des fois, on se dit, il pourrait être un peu plus modeste, il pourrait être un peu plus calme, tellement il domine en plus. C'est vrai, il domine. On ne peut pas dire qu'on les fragile, même si, ok, ce que dit Sandrine, on va gagner. Hein. Bon, c'est pas de suite, mais on va gagner, c'est sûr. Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour notre dernière table ronde de l'Université, la 4e édition. Un succès, je pense, on peut le dire. Voilà, en termes de nombre, d'ambition, et puis on a eu la chance d'avoir des super intervenants qui sont venus nous voir. Et donc je ne vais pas monopoliser la parole, je vais simplement, j'ai le grand plaisir de vous présenter à l'Université, donc Philippe Poutou, triplement candidat à la présidentielle. Arrêtez, vous allez le gêner. Évidemment, on a également le grand honneur d'accueillir Sandrine Rousseau, députée Les Verts de Paris, économiste. Et puis, en toute simplicité, Aymeric Caron, député de Paris, président fondateur de la Révolution écologique pour le vivant. Et merci à Laurie Debob, rédactrice en chef de La Relève et La Peste, d'animer cette table ronde. Merci à tous les quatre, je vous laisse commencer. Merci beaucoup pour cette introduction, merci à tous les trois pour votre présence. Donc on a un temps d'échange qui est prévu à la fin avec des questions-réponses, donc je sais que ça a été une problématique qui a été adressée sur les autres tables rondes, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde pourra prendre ce temps d'échange. Moi je vais devoir partir à 14h30, mais nos fameux intervenants qui sont les principales personnes de cette table ronde qui vous intéresse vont rester avec vous jusqu'à la fin. Donc merci d'avoir attendu jusqu'à présent malgré ce petit retard. Je voulais commencer avant de lancer le sujet de la table ronde qui est écologie, rompre ou jardiner. On va aussi interroger ce terme de jardinage. Il y a un petit bug sur la définition de la première partie de la table ronde. Je voulais voir un peu à main levée
comment vous allez avant de commencer cette table ronde qui se veut ambitieuse après l'été un petit peu caniculaire et catastrophique à de nombreuses séquences politico-médiatiques que nous venons de vivre. Et vous avez le droit de répondre aux 2 questions à main levée si vous sentez les 2. Qui est éco-anxieux à main levée? Merci beaucoup. Et qui est éco-furieux à main levée? Merci beaucoup. On peut complètement être les 2, c'est OK d'être les 2. C'est OK d'être les 2 parce qu'il y a eu 7000 morts en surnombre en France à cause des 5 vagues de chaleur que nous venons de subir. Il y a eu des milliards d'euros de dégâts. C'est moins connu, mais il y a aussi eu des centaines de milliers d'animaux qui sont décédés cet été dans les élevages français. Ça a été une hécatombe, à tel point que les autorités sanitaires ont autorisé les agriculteurs à enterrer les animaux dans des fosses directement sur les fermes, avec toutes les problématiques sanitaires que cela peut pourtant entraîner. Et il y a certains responsables politiques qui se sont étonnés en 2026 que l'on puisse vivre des vagues de chaleur en France, alors que la France, tous les rapports scientifiques le disent, est le pays européen qui va être le premier touché et le plus fort touché par les impacts du dérèglement climatique. Ce qui nous amène à la thématique de cette table ronde, écologie, rompre ou jardiner. On parle d'une écologie de rupture, c'était le terme qui m'a été donné. Donc je me tourne là vers chacun de mes intervenants. Peut-être que Sandrine, tu veux commencer sur ce terme d'écologie de rupture. Est-ce que déjà c'est un terme qui a un sens politique ou est-ce que c'est un terme repoussoir pour embarquer l'ensemble de la société qui a peur? Parce que là, tout le monde l'a vécu concrètement dans sa chair, les affres du dérèglement climatique. Ça a été particulièrement mortel à Paris et en Île-de-France, il faut le savoir. Il y a eu une surmortalité énorme par rapport au reste de la France. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous et toutes et merci pour l'accueil. Alors, écologie de rupture, en fait, l'été nous a renseigné sur quelque chose que beaucoup savaient déjà, mais qui est devenu palpable cet été. C'est que nous sommes au début d'un effondrement, enfin nous sommes en cours d'un effondrement, parce qu'au début, ça se discute, mais en tous les cas, on est en cours d'un effondrement, et que nous n'avons pas le temps, et c'est une des batailles que je mène au sein de mon parti, c'est que nous n'avons pas le temps d'être polis, nous n'avons pas le temps d'attendre, nous n'avons pas le temps non plus de rester dans les normes d'une politique qui aujourd'hui exclut tout militant politique qui n'accepterait pas ces codes et ces normes ou qui le met à la marge ou qui le traite d'extrême, etc. Et donc nous n'avons plus le temps de ça. Nous n'avons, en tout cas moi je n'ai plus du tout envie d'être poli avec le système qui nous conduit dans cette situation-là. Par contre, j'ai absolument l'énergie d'être radicale et que si notre radicalité ne plaît pas, eh bien, c'est que vous faites partie du problème. Et en fait, je crois que nous n'avons jamais gagné de bataille. Aucune bataille politique, aucune bataille sociale, aucune bataille écologique n'a jamais été gagnée en demandant s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Par contre, toutes les batailles sociales, toutes les batailles politiques, toutes les batailles écologiques qui ont été gagnées l'ont été parce que nous avons été impertinents et impertinentes à l'ordre social, à l'ordre politique, à l'ordre économique. Et donc c'est ça, moi, ma décision de la rentrée, ma résolution de la rentrée, c'est que je n'en ai plus rien à péter de leur bienséance. Philippe, du coup, je me tourne vers toi. À ton sens, du coup, qu'est-ce que ce serait qu'une écologie de rupture et quels sont les points là primordiaux pour les chantiers de la rentrée 2026? Donc, d'abord, je vais commencer par remercier de l'invitation. Parce qu'en fait, on trouve hyper important, c'est trop rare, mais c'est quand même hyper important que
qu'à gauche, et dans la gauche radicale notamment, c'est à gauche, c'est toujours pas très clair, mais au sein de la gauche radicale, on a besoin de débattre dans des conditions très bonnes, quoi, des conditions conviviales, fraternelles. On a besoin de ça, parce qu'on est très proches, ça c'est sûr. Hein, il n'y a pas de droitard. Mais même quand on est très proche, on a forcément des nuances d'appréciation, des nuances ou des différences stratégiques dans la lutte politique. Mais c'est hyper important de se retrouver, de discuter dans ces conditions-là. Donc voilà, donc déjà merci à Rêve à nous inviter à cette université d'été. Dans la première chose. Et après, bon, pour répondre donc à la question, alors moi je fais partie d'un courant politique communiste révolutionnaire qui a à peu près 2 siècles d'histoire, et il se trouve que ce courant politique-là défend la rupture depuis le début, quoi, mais la rupture avec tout, en fait. On veut rompre avec tout. Sur la question environnementale, évidemment, et avec les politiques productivistes, tout ça, mais en fait, on veut rompre avec tout, et c'est pour ça qu'on est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut dégager le capitalisme, sortir du capitalisme et trouver une mode... C'est pas là qu'il faut applaudir, je pense. Mais donc on a cette vision-là, donc très radicale, pour reprendre le mot qu'utilisait Sandrine, mais une radicalité, oui, qui discute d'une perspective donc de rupture totale avec le système, avec son organisation, avec tout simplement des rapports de domination, des rapports de possession, et d'arriver à discuter d'une émancipation totale de l'ensemble des peuples sur Terre. Donc on est sur cette rupture-là. Alors évidemment, la discussion aujourd'hui, elle est sur le thème de l'écologie, de l'environnement. Donc là aussi, on est vachement sur la rupture. Mais après, c'est discuter à la fois de la perspective et en même temps du mode d'action. Et donc là aussi, on a envie qu'il y ait une grosse réflexion sur comment on agit. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est pas toujours très compliqué d'être radical dans le discours. On l'a vu dans le passé, et même à gauche, on a eu des gens de gauche très radicaux, surtout pendant les élections. Vous avez peut-être remarqué, les gens sont de gauche pendant les élections, et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont un peu moins de gauche. Hein, et on s'est aperçu que la radicalité, c'est toujours plus facile quand on est soit dans l'opposition, soit dans un processus électoral. Et la question surtout, c'est comment on maintient cette radicalité en permanence, en fait. Et comment on est sincèrement radicaux, ou en tout cas sincèrement dans les logiques de rupture. Et donc ça pose le problème déjà d'avoir un regard critique, un bilan critique sur cette gauche-là, dont on fait partie d'une manière ou d'une autre, plus ou moins au bord de cette gauche, mais voilà. Et puis aussi sur discuter des modes d'action. Et nous, on pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est cette question de prise en main de la politique par les populations. Donc évidemment, on est pour les luttes, pour les mobilisations et tout ça, mais même en permanence, comment il peut y avoir une organisation, une auto-organisation de la population. Et on pense que ça fait partie de la radicalité, en fait. Plus on discute de démocratie directe, plus on discute de prise en main à la base par les populations, ou au moins en tout cas par les personnes qui sont préoccupées par rapport à ces questions-là. Et on pense que ça, c'est aussi une forme de radicalité. Et surtout pas laisser l'avenir politique aux partis politiques. Surtout pas laisser à ceux qui sont en position de domination, de toute façon, ceux qui sont en position de pouvoir, ou ceux qui sont en position de vouloir le pouvoir. Donc aussi, c'est aussi cette question-là qui nous semble important à poser dans la question de la radicalité, dans la question de la rupture. Emery, tu mettrais derrière ce terme d'écologie de rupture, de rompre, et les chantiers principaux? D'abord un petit mot pour remercier Philippe, Sandrine d'être venus, d'avoir fait des... Non, c'est très important. Pour nous, pour moi, pour nous tous, que vous soyez là avec nous pour clore en plus notre 4e université d'été. C'est une magnifique conclusion, je pense, même symboliquement, parce que on vient d'organisations différentes, mais j'ai l'impression quand même qu'on dit beaucoup de choses absolument similaires. Et ça, déjà, ça doit nous interroger, et notamment sur la suite des choses. Notre rencontre ici, enfin on se connaît déjà, mais le fait qu'on se retrouve et qu'on discute ensemble ici, ça doit être aussi pour moi le début peut-être d'une réflexion politique nouvelle. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on travaille tous tout le temps dans notre coin, mais qu'on ait des espaces de réflexion et de travail pour la suite. Ensuite, sur la question de la radicalité. Voilà, j'ai tellement de choses à dire sur ce mot. D'abord, la radicalité, j'en parlais un tout petit peu hier dans la prise de parole que j'ai faite, mais il y a peut-être un certain nombre de personnes qui n'étaient pas là hier. La radicalité, c'est simplement
aller à la racine d'un problème, essayer d'en analyser les causes réelles et ensuite essayer de mettre en place, si on est politique, les solutions qui vont vraiment tenter d'éradiquer le problème. Pas des demi-solutions, pas des incantations, mais des solutions réelles. C'est juste ça la radicalité. Donc je pense qu'il y a déjà peut-être un travail pédagogique à faire autour de ce mot et de dire que la radicalité n'est pas de l'extrémisme. Si la radicalité c'est de l'extrémisme, et bien dans ce cas-là, moi je vais dire, les radicaux, ce sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui gouvernent ce pays depuis 40, 50 ans dans le mépris le plus total des réalités biologiques de ce monde. Ce sont des extrémistes, des radicaux dans ce cas-là, si c'est comme ça qu'il faut dire ça, ce sont des radicaux qui croient réellement que leur système économique qui détruit l'ensemble du vivant est un système qui est viable à la fois pour les humains et pour les non-humains, alors qu'on sait tous, dès qu'on s'intéresse un peu sérieusement à ces sujets, que c'est entièrement faux. Donc la première chose, c'est de dire que la radicalité que nous incarnons, tous les trois, que vous incarnez aussi parce que vous êtes là, c'est en réalité, je pense, quelque chose de très raisonnable. Être radical aujourd'hui, lorsqu'on est écologiste, lorsqu'on est de gauche, c'est tout simplement être raisonnable face à des gens qui ne le sont absolument pas. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre. C'est que ce n'est pas nous qui sommes dans la déraison, dans quelque chose qui serait de l'ordre du délire. Quand on nous fait passer tous, on y a tous eu le droit, ça aussi on l'a en commun. On a tous été caricaturés, on a tous été traînés dans la boue pour nos idées, pour ce qu'on représente, en nous disant que ce sont des gens qui sont complètement hors sol, alors que je pense que vous avez devant vous des personnes qui disent des choses qui sont en revanche extrêmement terre à terre, contrairement à tous ceux qui occupent les plateaux télé 95% du temps. La dernière petite chose que je dirais, parce que je ne vais pas monopoliser la parole d'emblée, par rapport en tout cas à l'écologie, qu'à la rêve, nous, on porte et qui est une écologie qui s'assume comme étant radicale. Et je sais, Sandrine, que toi, tu as un débat au sein de ta formation politique pour essayer justement d'imposer un champ idéologique qui serait proche du nôtre. J'ai envie de dire que l'écologie politique, telle qu'elle s'est construite en France depuis une trentaine d'années, on a coutume de dire, nous, c'est une écologie qu'on qualifie de mathématique. Arnonès, le philosophe, aurait dit une écologie superficielle. Contrairement à ce que lui proposait une écologie profonde, et là on va partir dans le domaine quasiment de la philosophie, mais c'est très important pour nous la philosophie. Moi je la qualifie d'écologie mathématique. C'est une écologie qui dit finalement, oui, l'environnement, on appelle ça l'environnement, ce qui nous entoure. Nous c'est déjà un terme qu'on n'utilise pas, nous on utilise le terme de vivant, auquel nous sommes parfaitement intégrés et sur lequel nous avons des responsabilités. Eh bien, cet environnement, il faut un petit peu en prendre soin, mais c'est toujours une écologie anthropocentrée en réalité. C'est toujours, il faut en prendre soin pour notre propre bénéfice. Le réchauffement climatique tel qu'il est présenté depuis très longtemps par les écologistes, voilà, il faut vite qu'on enraye cela parce que ça va être très nuisible pour l'être humain. C'est une écologie qui va aussi dire on va mettre des loups dans telle région parce que c'est bien pour la biodiversité ou parfois c'est bien simplement pour le devoir de mémoire vis-à-vis du vivant, moi j'appelle ça comme ça, c'est presque pour se donner bonne conscience, qu'on se dit oui les loups ils existent encore. Et puis s'il y en a 2-3, ou les ours, 2-3 qui tout à coup sont tués par des chasseurs ou par des accidents de voiture fort opportuns, et ben on les remplace comme des entités échangeables. Et en fait j'appelle ça une écologie mathématique, parce que vous voyez, on va calculer les quotas de CO2 qu'on peut émettre, on va calculer le nombre de loups, le nombre d'ours, le nombre de poissons. Ok, très bien. Pour arriver à un équilibre qu'on va juger moralement acceptable. Nous, on ne dit pas ça. Nous, notre écologie, elle est éthique, elle est philosophique. Nous, on s'interroge sur les responsabilités de l'espèce humaine par rapport à l'ensemble du vivant. Et nous disons, nous avons des responsabilités particulières parce que nous sommes l'espèce aujourd'hui dominante. Je ne dis pas supérieure. Jamais nous ne dirons que l'être humain est supérieur aux autres espèces animales. Mais il se trouve, c'est une réalité, que nous avons aujourd'hui le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui nous entoure. C'est nous qui sommes en train actuellement de détruire le vivant, la 6e extinction massive du vivant que nous avons nous-mêmes enclenchée. Et cela nous confère une responsabilité particulière. Et c'est là qu'on arrive à notre radicalité. C'est-à-dire que si on va au bout des choses, au bout des questionnements, eh bien tout à coup, effectivement, on ouvre un champ qui peut paraître vertigineux, mais qui nous oblige à absolument tout repenser, notamment dans notre organisation économique. Merci beaucoup. Sur
ronde qu'on va attaquer, justement, je voudrais qu'on s'ancre un petit peu plus dans le concret, parce qu'il y a eu beaucoup de détricotage et de gros reculs environnementaux sur la législation en France, et particulièrement cet été. Je pense que vous avez tous suivi la loi d'urgence agricole, autrement appelée loi Duplon 2, qui a été adoptée. Ce qui s'est passé à travers cette séquence politique assez éclairante sur la fascisation du gouvernement en place et un contournement complet des principes démocratiques et des jeux de la navette parlementaire, puisque le sénateur Laurent Duplon a réussi à faire réintroduire les néonicotinoïdes qui avaient pourtant été retoqués par le Conseil constitutionnel à travers des amendements dans la loi d'urgence agricole. Cette loi d'urgence agricole, elle ouvre grand la porte aux méga-bassines. Elle va aussi légiférer pour brouiller le débat démocratique. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, grâce à la loi, quand il y a des projets de méga-bassines sur des territoires, il n'est plus besoin d'avertir la population. Donc la population sera plus prévenue à travers des consultations publiques, notamment des projets de développement d'infrastructures de méga-bassines sur son territoire. Il y a aussi toutes les commissions de l'eau qui ont énormément perdu de leur pouvoir de régulation et d'expertise indépendante par rapport à ces projets de méga-bassines. Et en même temps, la fameuse méga-bassine de Sainte-Soline qui a réuni tant de crispations et de conflits ces derniers temps, elle, avec les précipitations cet hiver qui avaient été excédentaires, elle avait 50 000 mètres cubes d'eau de pluie, donc, qui étaient dans la bassine. Cet été, tout s'est évaporé. Il n'y a plus une goutte d'eau dans la bassine. Ce qui prouve en un été, en 5 vagues de chaleur, et ce n'est que le début de ce que nous allons vivre en France, que ce problème d'infrastructure est complètement délirant, ne marche pas, et, comme tout le disent les hydrogéologues, va bien pomper dans les nappes phréatiques. Donc là, je me tourne vers Sandrine. Comment on fait quand on a un espèce là d'héritage de 2 quinquennats de rouleaux compresseurs législatifs, de bafouements démocratiques? C'est quoi pour toi les chantiers principaux à la rentrée? Comment on rectifie le tir en fait? Qu'est-ce qui va être possible de faire ou pas? Déjà, redire quand même que la loi Duplon 2, comme la loi Duplon 1, est un véritable scandale écologique, mais c'est aussi un scandale absolument démocratique. Puisqu'en fait, pour les 2 lois, ils ont évité le vote du Parlement, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé toutes les arguties et toutes les possibilités qu'offrait le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour éviter de soumettre au vote ça. Et tu n'as pas dit un des aspects de ces 2 lois Duplon qui, pour moi, n'est pas le moins dangereux, qui est l'augmentation possible sans autorisation administrative et sans contrôle des élevages intensifs de porcs, de poules, etc. Et en fait, il y a eu une pétition qui a regroupé, je ne sais plus combien de millions, mais je crois que c'est 2 ou 3 millions de... Combien ? 2,5 millions de personnes. Il y a eu des votes contre, et en fait, là, ils sont passés par toutes les possibilités pour imposer leur loi. Ces lois Duplon, en fait, leur vrai nom, ça s'appelle loi d'urgence agricole. C'était censé être des lois qui favorisent la situation des agriculteurs. Est-ce qu'une seule personne, même macroniste, évidemment, il n'y en a pas dans la salle, mais est-ce qu'une seule personne, même macroniste, est capable de dire que ces lois ont amélioré la situation de ne serait-ce qu'un seul agriculteur en France après cet été, après l'été qu'on a passé? Et en fait, ce sont 2 lois d'urgence agricole qui n'ont rien dit du revenu, des conditions de travail, de la protection sociale des agriculteurs, de la protection des animaux. Aucun des aspects de ces lois n'était des droits sociaux. L'ensemble des articles de ces 2 lois n'étaient que des autorisations à polluer, à s'approprier, à détruire en toute impunité. Et en fait, et à tuer en toute impunité. Et en fait, là, on est pour moi dans un moment de bascule. Et ce que je vais vous dire maintenant va sans doute vous étonner, mais je pense que nous sommes déjà en train de gagner. Alors, évidemment, quand je dis ça juste après avoir parlé de la loi Duplon, quand on regarde les sondages de 2027 et tout ça, c'est pas complètement évident. Mais je pense que
Nous sommes, si vous regardez les enquêtes sociologiques, et donc pas les sondages, mais les études, les recherches sociologiques sur l'état des Français et Françaises, et des gens qui vivent en France, vous apercevez que tous les sujets sur lesquels on se bat, que ce soit la radicalité écologique, les combats sociétaux, etc., tout cela progresse de manière importante, en fait, dans la société française. Et précisément parce qu'ils pensent que nous sommes en état de gagner, alors ils verrouillent tout et ils utilisent leur pouvoir politique, leur pouvoir économique, leur pouvoir social, médiatique, pour nous empêcher de manifester et de transformer cette victoire de bataille culturelle en une victoire politique, en une victoire économique. Mais précisément, si Bolloré dépense autant d'argent, Bolloré c'est un capitaliste, Bolloré il aime l'argent, Bolloré il n'aime pas perdre de l'argent, chaque euro compte pour lui. Il n'arrête pas d'investir dans des maisons d'édition, dans des journaux, dans des trucs, tout ça est déficitaire. S'il investit autant d'argent dans des choses déficitaires, c'est précisément parce qu'il sait, lui, que nous sommes en capacité de gagner. Le seul problème que nous avons, c'est que nous l'oublions. Et il y a eu la mobilisation sur la loi du plomb, mais là, j'ai lu dans la presse qu'ils allaient avancer l'ouverture de la chasse. Il allait y avoir des dérogations pour avancer la date d'ouverture de la chasse, alors même que les animaux ont énormément souffert cet été. Moi, je pense qu'après la mobilisation qu'il y a eu sur la loi du plomb, après le travail incroyable qu'ont fait nos Bassaranes, Bassines Non Merci, les soulèvements de la terre sur les méga-bassines, il va nous falloir nous affronter à cette ouverture de la chasse. Et j'espère, et je vous le dis ici, j'espère vraiment que nous serons nombreux et nombreuses à aller dans les forêts, dans les campagnes, dans les lisières, sur les chemins, que nous mobiliserons ce peuple de l'écologie pour empêcher qu'on ait un permis de tuer alors même qu'on a passé l'été de tous les basculements et de l'effondrement. Et en fait, c'est par notre mobilisation sociale, c'est par la mobilisation du mouvement citoyen, c'est parce que nous serons là, debout, face à eux, physiquement, qu'enfin, ils prendront conscience de la réalité de ce que nous sommes et que nous aussi, nous prendrons conscience de l'importance de notre mouvement. Ne nous pensons pas faibles, nous sommes au contraire forts. Ne nous pensons pas divisés, nous sommes au contraire unis. Il nous faut traduire cela politiquement pour qu'en 2027, ce ne soit pas le fascisme, mais que ce soit l'écologie radicale. Même Philippe, il me regarde genre, wow. Difficile de rebondir après ça. Aymeric, du coup, toi, à ton sens, là justement, cette rentrée, ces défis qui nous attendent, ces détricotages environnementaux, ton expérience aussi à l'Assemblée nationale, on voit quand même qu'on a une 5e République qui donne énormément de moyens de contourner finalement le débat parlementaire et l'opinion publique. Comment on rectifie ça ? Plusieurs temps. Effectivement, déjà en votant pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, puisque nous avons choisi, nous, à la Rêve, de soutenir, vous le savez, puisque vous avez été d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont membres de notre mouvement, tous consultés sur cette question, parce qu'il porte un projet qui porte le mieux les questions d'écologie, et que si nous sommes élus, eh bien, nous mettrons en place une 6e République. Parce que les institutions sont à bout de souffle. Tu l'as très bien dit, aujourd'hui, on le voit, enfin, on est bloqué en permanence grâce à des outils obscurs parfois, d'ailleurs, que les parlementaires découvrent et qu'il faut expliquer pendant de longs jours dans les médias. Mais comment se fait-il que tel texte il puisse passer sans qu'on soit consulté, ou pire, alors qu'on a dit non. Donc c'est quand même absolument dingue ce qui se passe. C'est-à-dire que le constat que notre démocratie, telle qu'elle est incarnée par notre constitution actuelle, est à bout de souffle, c'est un constat, je pense, qui est partagé par toute personne lucide. Donc on ne peut pas aujourd'hui changer les choses dans ce système actuel, avec en plus dans nos institutions, quand même on serait au pouvoir, des choses qui sont absolument poussiéreuses, comme le Sénat, qui sert strictement à rien. Nous, à la Rêve, vous savez, on propose de le remplacer par une sorte d'assemblée du vivant,
qui serait une assemblée dans laquelle on s'interrogerait notamment sur la temporalité des décisions qu'on prend, qui serait composée non pas d'élus mais de représentants des grandes questions écologiques et des grandes questions sociales, sociétales et ainsi de suite. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je parlais d'une réflexion totale de nos institutions. Mais le constat que l'on fait dans ce que tu décris, c'est le décalage absolu entre d'une part les réalités écologiques auxquelles nous sommes confrontés, mais ça c'est pas nouveau, et la manière dont nous on peut répondre en tant que citoyen ou en tant qu'élu. Et là on voit quelque chose qui ne fonctionne plus du tout, c'est la raison pour laquelle le fait qu'il y ait un tel déni de démocratie dans notre pays, c'est l'un des signes de la je dirais de la fascisation, en tout cas du post-fascisme, du néo-fascisme. On va mettre le terme un peu qu'on veut, mais en tout cas cette idée que le fascisme est en train de revenir sous une forme réinventée. Et ça passe notamment par le fait qu'on a aujourd'hui cette incapacité à faire entendre la voix des citoyens. Ça s'est vu notamment lors de la réforme des retraites, une réforme qui a quand même été imposée initialement. Là, c'était extraordinaire, contre l'avis à la fois des citoyennes et des citoyens, qui l'ont exprimé très clairement dans la rue, dans les sondages, mais contre l'avis des parlementaires eux-mêmes. Donc là, on est vraiment dans le déni le plus total. On ne peut pas faire plus antidémocratique que ça. Mais on a un président qui va nous expliquer que oui, mais lui, il sait. Voilà, il sait mieux que nous. Hein, parce que les Françaises et les Français sont bêtes, sont stupides. Mais lui, évidemment, c'est l'intelligence incarnée, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut effectivement, c'est pour ça que nous on s'appelle révolution, ça ne passera que par une révolution. Alors après, derrière ce terme, on peut mettre des tas et des tas de choses. Nous, on est des non-violents, c'est une révolution non-violente. Je suis un petit peu moins optimiste de Sandrine, dont d'ailleurs je me demande peut-être, c'est très bien ce que tu dis, es-tu candidate pour 2027 ? Non mais... Non, mais je ne dis pas qu'on va gagner en 2027, je dis juste qu'en fait, on est vraiment en train de gagner la bataille culturelle et qu'il ne faut pas nous minimiser. Quoi. Mais précisément, mais précisément, c'est ce décalage entre cette bataille culturelle qu'on est en train de gagner parce que de plus en plus de gens prennent conscience, sont d'accord avec nous sur le fond, et cette incapacité à incarner cette prise de conscience dans le vote, dans ceux qui vont se retrouver élus. Donc, et là, il y a un... Alors après, là encore, moi je pense même, puisqu'on parlait de 6ème République, je pense même qu'il faut revoir nos manières de voter. C'est-à-dire que ces histoires de scrutin majoritaire à 2 tours, nous on est personnellement pour la suppression du poste de président de la République, on est contre le scrutin majoritaire à 2 tours, on est pour la proportionnelle intégrale, on est pour le fait qu'on soit représenté dans une assemblée dès lors qu'on vote pour une assemblée, dès que le parti qui se présente fait 1% des voix. Voyez, donc tu vois, il y a énormément de choses à faire. Donc en tout cas, en fait, là où c'est difficile de se projeter, c'est que, très honnêtement, même si on espère, nous, que Jean-Luc Mélenchon va l'emporter, qu'on va réussir à mettre en place un gouvernement d'écologie sociale, un mouvement de rupture, on ne sait pas réellement ce qui va se passer et beaucoup va dépendre. Cette élection va être extrêmement important pour les 10-15 années qui vont s'écouler. Et donc, on est dans l'inconnu total. Et l'écologie de rupture que l'on porte, évidemment, on sait qu'elle ne sera pas au pouvoir dans un an. Mais en revanche, on a un travail pour faire en sorte de faire infuser le maximum de nos idées parmi l'équipe qui gagnera, si c'est celle que l'on soutient, bien évidemment, mais sinon, dans l'équipe de résistance politique qui va se mettre en place si c'est l'extrême droite qui malheureusement passe. Parce que là, il va y avoir du boulot aussi. Et donc, nous devrons être extrêmement présents et nous devrons faire en sorte que s'il y a une bataille quotidienne qui va durer des années contre l'extrême droite qui s'installe, si elle, malheureusement, elle arrive au pouvoir, que les causes écologiques ne soient pas oubliées non plus. Parce que ça peut être aussi un risque, qu'on se focalise sur d'autres sujets qui sont extrêmement importants et que l'écologie passe un petit peu derrière. Merci Amaury. Effectivement, je voulais juste revenir un petit peu sur la réalité de ce que c'est que la 5e République aujourd'hui en France et de pourquoi c'est si difficile en tant que citoyen de faire entendre sa voix. Je suis rédactrice en chef de La Relève et la Peste. On est particulièrement attentif à ce qui se joue au niveau de l'aménagement des territoires et des luttes locales. Et en fait, moi à la base, j'ai fait mon métier parce que je voulais protéger les animaux. Voilà. Je ne voulais pas faire de politique, je ne voulais pas parler de politique et pourtant, pour protéger c'est la seule façon d'y arriver. Et ce que j'ai réalisé, et notamment avec les 2 quinquennats Macron, parce que
j'ai un peu pris mes fonctions en même temps que lui, on va dire, avec la relève. Le niveau de verrouillage et de manœuvre sur les territoires, il est complètement délirant. Il est délirant à travers la figure des préfets et des préfètes qui sont littéralement les princes et les princesses, d'accord, nommés par Emmanuel Macron et les conseils des ministres. S'ils font quelque chose qui a le malheur de déplaire à leur roi, Macron, ils se font limoger. Donc ça, c'est arrivé à Marie Lajusse, une préfète il y a quelques années, qui a juste fait appliquer la législation environnementale pour défendre une forêt centenaire contre un obscur projet d'école, innovation, uptech, on ne sait pas quoi, et qui a dit, bah non, là, cette forêt, elle est protégée, donc on ne la détruit pas pour faire une école. Elle s'est fait limoger par Emmanuel Macron. Il y a aussi des jeux de chaises musicales. L'exemple le plus frappant de ça, ça a été le préfet Villebois. Je mens pas, c'est son vrai nom de famille, il s'appelle Villebois, d'accord? Donc lui, il était préfet du côté de Strasbourg. C'est lui qui a maté la Révolution pour protester contre le grand contournement autoroutier de Strasbourg. Donc il y a une grosse ZAD, une grosse résistance de la population, le temps que les recours en justice se fassent, hein, parce que malheureusement en France, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un projet d'aménagement problématique. Les citoyens disent on n'en veut pas, on l'attaque en justice. Mais tant que la justice n'a pas statué sur le fond, les travaux peuvent commencer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les citoyens et les citoyennes se retrouvent chez eux sur le territoire, devant la politique du fait accompli, où en fait, finalement, les travaux ont été faits. Donc là, typiquement, pour ce grand projet de contournement autoroutier de Strasbourg, ce qui s'est passé, c'est que la justice a fini par donner raison à 5 dossiers sur le fond aux militants écologistes en disant cette autoroute est une aberration. Et d'ailleurs, elle est très peu utilisée. Enfin, vraiment, c'est un échec. Le préfet qui a maté la révolution des citoyens à cette époque, c'était Villebois, qui a été envoyé pour mater la révolution autour de la A69 entre Toulouse et Castres, quand il a commencé à avoir une résistance de plus en plus aiguë de la population. Le préfet Villebois. Si je le nomme autant, c'est qu'il faut savoir que cette personne est tellement toxique qu'il a fini par être viré parce qu'il harcelait ses propres équipes, hein, quand même. Il était sur un management toxique à ce moment-là. Et ça, c'est des gens qui nous gouvernent et qui ont tous les droits, en fait, à partir du moment où ils vont mettre en place une dérogation, tous les droits sur comment on va aménager nos territoires et pourquoi. Et ça, c'est vraiment un des principaux, à mon avis, écueils de cette 5e République actuellement. C'est que du coup, on dépossède complètement les citoyens de ce qui se passe à côté de chez eux. Et c'est là où je me tourne vers toi, Philippe, parce que toi, tu es à Bordeaux, pas à Paris. Après t'être présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle, tu as décidé de faire de la politique sur ton territoire, plus particulièrement. Est-ce que tu peux nous parler de ça, des enjeux que tu vois, et peut-être évoquer aussi le projet Pure Salmon qui vient d'être validé par la préfète de Gironde, qui est un projet complètement aberrant écologiquement, et tout ça en pleine canicule, évidemment. Alors, c'est parce que j'avais perdu les élections présidentielles que je me suis dit, je vais me rattraper. Je vais descendre d'un étage, j'ai été trop ambitieux, je descends un peu et j'essaie d'être maire de Bordeaux. J'ai raté aussi. Et du coup, j'abandonne tout. Voilà, j'abandonne les candidatures, hein, pas le militantisme. Non, mais oui, il y a une expérience à Bordeaux, mais c'est difficile de faire le lien avec la discussion précédente aussi, parce que il y avait la loi du plomb qui exprime, comme disait Sandrine, tout le cynisme et la violence en fait du capitalisme, quoi. On voit bien aussi le côté décomplexé en fait de ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde voit bien, même eux ils le voient quand même, qu'on va à la catastrophe, mais ils s'en foutent un peu. C'est la catastrophe, elle est toujours un petit peu loin. Et c'est toujours la vie des autres, finalement, c'est pas notre vie à nous qui sera directement concernée, même si évidemment beaucoup de peuples aujourd'hui souffrent déjà des dérèglements climatiques. Mais on voit tout leur cynisme, comment, enfin, la logique il n'y a que leurs intérêts qui comptent en fait. C'est le profit personnel, le profit, enfin le privé, l'intérêt privé. Voilà, donc on est là-dedans, la loi du plomb et l'expression. Donc après, on peut discuter du projet Salmon, enfin l'usine à saumon, donc du côté du Verdon, donc c'est dans le Haut-Médoc, pas à 100 km de Bordeaux. Mais il y a aussi un data center qui se met en place sur la métropole bordelaise. Et puis en même temps, il y a une usine de traitement de cobalt et de nickel à Parampire, juste au bord de la métropole. Tout ça, c'est en train de se faire, en train de se monter, malgré des contestations.
À chaque fois, il y a des mobilisations, mais des mobilisations qui sont malheureusement pas assez fortes. Elles existent, mais elles ne sont pas assez fortes. Et il y a aussi un surf park qui se monte en bord de métropole bordelaise aussi. Enfin, tout est aberrant, tout c'est du n'importe quoi. Ils arrivent à le justifier, et ça montre, moi je pense, tout le cynisme. Et alors qu'en face, il y a tous les arguments qu'il faut, le boulot associatif, des collectifs, tout le monde, c'est au point, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour démonter ces projets-là, mais ça fait rien. C'est comme une machine infernale. C'est un rouleau compresseur, ça avance et ça écrase. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'illustration de la crise du monde capitaliste. Qu'en fait, au lieu de se remettre en cause un petit peu et de dire ah, c'est vrai qu'on est un peu bourrin quand même, on abîme tout, on va peut-être un peu se calmer, tout ça. Non, non, ça va encore plus loin, parce qu'en fait, c'est aussi la logique de domination. Ils ne peuvent pas laisser des brèches. Ils ne peuvent pas laisser un petit coin ils ne peuvent pas donner raison un seul instant à une contestation. Il faut qu'ils avancent. Et c'est peut-être aussi tout ça dans la violence du discours auquel on assiste aujourd'hui. C'est quand, en fait, des fois, on se dit, il pourrait être un peu plus modeste, il pourrait être un peu plus calme, tellement il domine en plus. C'est vrai, il domine. On ne peut pas dire qu'on les fragile, même si, ok, ce que dit Sandrine, on va gagner. Hein. Bon, c'est pas de suite, mais on va gagner, c'est sûr. On peut se le dire. Moi, je suis d'accord pour qu'on se le dise, parce qu'il n'y a aucune raison de déclarer, de dire qu'on a perdu. Enfin, il n'y a aucune raison, parce qu'on sait, et puis on voit l'histoire de l'humanité. Même si l'histoire de l'humanité, elle est dure, mais il n'empêche que ce sont des mobilisations, des luttes, des révoltes, des émeutes qui font avancer les choses. Il n'y a aucune raison de penser aujourd'hui qu'il n'y aura plus ça, que c'est fini, qu'il n'y aura plus de révolution, qu'il n'y aura plus de... Voilà. Mais ceci dit, voilà, il y a ce match-là, en fait. D'un côté... on a une force réelle de conviction et puis d'argumentation, et puis on sait que la raison, elle est de notre côté. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est raisonnable, c'est nous la raison. Mais de notre côté, on a une machine infernale qui est prête à tout, qui est prête à tout écraser. Et ça, c'est ça qui fait peur, en fait. C'est que même s'ils ont tort, même s'ils sont sans argument, même s'ils ont la force, et la force d'écraser. Là, j'ai lu un roman, rien à voir avec la question environnementale, mais c'est un roman, bon, c'est un auteur anglais, britannique, David Peace. Il raconte la grève de 84 des mineurs. Tout le monde s'en souvient plus ou moins, hein, c'est Thatcher qui va au bout et qui va empêcher la victoire de la grève. Mais c'est impressionnant la violence de cette grève-là. C'est une guerre, c'est une répression, c'est pire que les gilets jaunes, quoi. Mais moi, j'avais même plus ce souvenir-là. Ça écrase, c'est de l'espionnage, c'est du mensonge, c'est des arrestations, enfin c'est de l'intimidation, enfin c'est tout était mis en œuvre, mais une vraie guerre de classe. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on a intérêt à prendre conscience de ça. Alors on le voit aujourd'hui, hein, toute la violence du capitalisme, les méthodes qui sont utilisées pour écraser, pour intimider, on le voit aujourd'hui avec la lutte, tu parlais des bassines. D'ailleurs, Darmanin, il a dit que si la bassine était vide, c'est parce que Julien Leguet, il a percé la bâche. Ah oui, ouais. Principale technique, c'est sûr. Hein. Enfin, il n'a pas dit ça, mais je pense que Darmanin le pense. Parce que Julien Leguet, il est responsable de tout, en fait. C'est vraiment un écho. Les rivières à sec, c'est lui, tout pareil. Ouais, le t-shirt, c'était un peu l'hommage à la lutte des bassines. Et en même temps, un petit signe sympathie avec l'équipe de Enlisé qui fait tous ces t-shirts-là. Voilà. Mais donc, en fait, à travers ça, c'est cette capacité d'écraser et d'aller au bout. Et nous, après la question, c'est pour ça qu'en fait, on a toujours besoin de ça. Comment quelle est notre force en fait de riposte et comment on peut changer vraiment la donne. Alors autant, ok, pour être optimiste, mais on a intérêt aussi à discuter des méthodes. Et là, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais si on ne discute que élection, on va se planter. Parce que c'est pas possible que ça se joue à ce niveau-là. Alors évidemment, entièrement d'accord, et c'est pour ça que le NPA a, il y a plusieurs NPA, enfin je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité des petits groupes de gauchistes, mais le NPA a décidé de ne pas présenter de candidature cette année et de soutenir donc évidemment la candidature de LFI, de Jean-Luc Mélenchon. Choix stratégique et choix on va dire en essayant de mettre en pratique aussi le front unique antifasciste. Si on ne le fait pas là, on le fait quand? Donc on pense qu'il faut le faire maintenant, parce qu'effectivement, et là de ce point de vue-là, on pense que les résultats électoraux ont une importance. C'est obligé que si l'extrême droite gagnait, ça aurait un impact très négatif sur le militantisme, sur les mobilisations, et on n'a pas envie de tester, on n'a pas envie d'essayer.
Ça, on ne veut pas essayer, on sait ce que ça peut donner, on l'a vu au Brésil, on le voit en Argentine, on le voit avec Trump même, on le voit partout, l'extrême droite ou les régimes autoritaires l'emportent, c'est beaucoup plus compliqué pour les forces militantes, pour la mobilisation. Donc autant éviter ça. Mais ceci dit, ça ne se jouera pas, tout ne se jouera pas en mai. Et donc après, la question, c'est justement quelle force on a, comment on s'organise, et comment on discute justement, pas seulement d'un changement de constitution, parce qu'en fait, on change de constitution, si on passe à la 5 ou on repasse à la 4, allez, pour s'amuser, on passe en arrière ou à la 3, on rétrograde et on voit ce que ça donne. Ça ne sera pas plus démocratique, mais si on passe à la 6, est-ce que ça sera vraiment plus démocratique? Parce qu'à partir du moment où on ne change pas les rapports de domination et les rapports de propriété, la Constitution, en fait, de la bourgeoisie, je pense qu'elle n'en a rien à faire. Elle peut faire, ah oui, bon, on va faire comme ça va être bien. Non. Et on a bien vu, et c'est intéressant aussi ce qui s'est passé au Chili après la victoire de Boric, qui faisait suite à une sacrée mobilisation aussi de la population chilienne en 1900, c'était la révolution russe. Mais, et notamment les féministes. Et notamment les féministes. Et oui, des mouvements féministes. Il y a d'ailleurs un film super bien de Guzman qui raconte les luttes au Chili à ce moment-là. Ça finit par la victoire de Boric. Logique, rapport de force social qui change, c'est la victoire de la gauche. Et derrière, la difficulté qu'il y a eu de changer la Constitution, alors qu'il y avait une dynamique, il y avait une force, et puis ça a finalement échoué. Donc ça fait la démonstration que finalement le rapport de force, malheureusement, il s'inverse de manière très courte, et c'est à ce moment-là que les choses peuvent se passer. Et c'est vraiment une question de rapport de force, de comment la population se mobilise. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est plus qu'une élection, et comment on peut fracasser tout ça. Et c'est obligatoirement une remise en cause de l'ordre social, de l'ordre politique, de l'ordre des dominants. Et sur la merde, j'avais oublié un truc sur la question du... Oui, voilà, là, par exemple, aujourd'hui, je finis là-dessus, on peut imaginer que si la campagne qui arrive, je pense que ça va être un grand moment pour nous quand même, malgré tout, il y a un enjeu énorme et puis il peut se passer beaucoup de choses, mais si c'est juste une campagne médiatique, on aura beau avoir des super discours de Mélenchon, avec ses amis de LFI qui interviendront sur tous les plateaux, ça ne perturbera pas tant que ça le Front National et tous les réacs. Ce qui peut perturber l'extrême droite, ce qui peut la mettre mal à l'aise, en posture défavorable, c'est des mobilisations sociales. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça, parce qu'ils ne soutiendront jamais ça. Et donc la question c'est comment on fait cette bataille électorale qui est à mener. Il faut mener la bataille électorale et il faut empêcher le RN de gagner, mais comme on a fait avec le NFP. Et en même temps, il faut créer des cadres qui permettent de changer véritablement le rapport de force dans la société. C'est-à-dire, au quotidien, il faut reconstruire des structures militantes, des cadres communs, unitaires, où on discute de stratégie, on discute de perspectives. Et ça, si on ne fait pas ça, on ne changera pas la donne. Donc c'est pour ça qu'on fait partie aussi de ces gauchistes un peu chiants là-dessus, un peu obsédés sur l'histoire des luttes et sur l'importance des luttes, mais sans le déconnecter non plus d'échéances électorales qui restent quand même aussi importantes pour nous, quoi. Mais du coup, ce cadre militant, toi, cadres militants qui sont manquants aujourd'hui et lesquels structures et forces mobilisatrices qui sont manquantes aujourd'hui pour le jeu de bascule? Oui, c'est une question. C'est quelles sont les synergies, les groupes, les collectifs manquants sur les territoires à ton sens? Parce que tu dis, faut changer les cadres. Ok, mais quel cadre on change? Comment on renverse ces pouvoirs de domination? C'est plus facile à constater ce qui manque et c'est plus difficile de formuler on peut le dire de manière très générale, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on peut voir quand même qui peut nous aider, c'est la force du mouvement féministe actuel, y compris donc la force du mouvement écologiste, parce qu'à travers les soulèvements de la terre et puis tout ce qui a été fait au bassines et puis même toutes les batailles qu'il y a contre les extensions autoroutières ou la lutte contre la ligne LGV à Turin, là, par exemple, tout ça montre, et même la lutte le mouvement LGBT, le côté une nouvelle forme de lutte en fait, une nouvelle forme d'organisation. Et je trouve que ce qui est super bien, enfin ce qui est plutôt rassurant et enthousiasmant, c'est le côté auto-organisation, c'est-à-dire voilà, la prise en main par les gens directement concernés. Et on voit la force de ces luttes-là. Et c'est peut-être des pistes, c'est sûrement des pistes d'ailleurs pour demain. C'est arriver à la fois inventer et peut-être aussi revoir aussi des moments révolutionnaires comme la lutte contre le franquisme en 1936, ou même là, c'est les 90 ans justement, vous avez remarqué, c'est les 90 ans, Macron n'a pas fêté l'anniversaire, mais c'est les 90 ans du Front Populaire.
Et pareil, c'est des choses comment on peut réapprendre de toutes ces luttes-là. Mais globalement, nous, on a une librairie, on est content pour ça. Mais quand dans la librairie, on aime bien avoir des bouquins qui racontent des luttes du passé. Il y a des gens, des fois, ils disent, nous, on veut un truc léger, un truc qui nous enthousiasme, qui fait du bien et tout ça. Puis nous, on leur dit, mais regardez, lisez des vieilles luttes. Mais on a à apprendre de ça aussi. Et c'est peut-être à travers ça qu'on peut formuler plus clairement, mais ça veut dire qu'on réfléchisse à ça, qu'on en discute et qu'on sorte justement de cette seule issue électorale, mais qu'on arrive à faire la jonction entre les deux et montrer que l'affaiblissement de la domination capitaliste, c'est vraiment une remise en cause profonde du système et c'est une révolution physique, pas juste dans les urnes. Il faudra une révolution physique, alors le moins violent possible pour ne pas faire peur à Aymeric Caron. Parce qu'on est pacifistes nous aussi, on aime bien qu'il n'y ait pas de violence, mais ça va être difficile de l'éviter complètement, parce que vous avez vu que dès qu'on défend un peu de la retraite, vous avez vu, la retraite, on en veut juste, non, on veut pas trop bosser, on se prend des tirs, alors quand on voudra discuter de l'expropriation et de la socialisation de l'énergie, je pense que ça va faire mal quand même. Non, je te laisse compter, juste pour dire, nous sommes non violents, mais on ne dit pas qu'il ne faut pas se défendre, Philippe. Sandrine, tu voulais réagir? Oui, parce que je vous vois un peu douter de notre capacité à gagner, et donc je voudrais quand même revenir là-dessus, parce que... Non, mais en vrai, c'est-à-dire que... Parce qu'en plus, déjà, si on n'est pas, nous, convaincus qu'on peut le faire, déjà, ça ne se produit pas, mais surtout, je pense que là, on est dans un effondrement du capitalisme. Précisément, l'été nous a montré que nous étions dans un moment d'effondrement. Et donc, il y a deux options sur la table. La première, c'est un ensauvagement accéléré du capitalisme. C'est Trump, c'est Musk, c'est Bolloré, c'est l'extrême droite. Et de l'autre côté, il y a une alter-société. Mais contrairement aux crises précédentes, là, on a un nouveau sujet qui est qu'il n'y a plus les conditions matérielles de ce capitalisme. C'est-à-dire que la matérialité même des ressources, etc., devient un sujet. La matérialité de la quantité d'eau, l'accès aux ressources, etc. Et donc, en fait, on est dans un moment critique où on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Évidemment, quand on va dans la rue, on se fait réprimer parce qu'ils utilisent tous les moyens politiques et la violence contre nous. Ça, c'est indéniable. Moi, je vais vous dire, un des plus grands traumatismes que j'ai eu depuis que je suis députée, c'est ce moment où les soulèvements de la Terre ont été dissous par Darmanin. Et donc, il l'a annoncé et à 6h du matin, il est allé chercher les fondateurs du mouvement Les Soulèvements de la Terre dans leur lit avec les forces de police pour les emmener dans les locaux de l'antiterrorisme à Paris. Et en fait, moi, comme députée, j'avais la possibilité j'ai la possibilité de visiter les lieux de privation de liberté. Et donc, je suis allée les voir, les copains et copines, dans les locaux de l'antiterrorisme à Paris. Il faut mesurer ce que c'est les locaux de l'antiterrorisme. C'est ultra sécurisé. Vous avez X portes blindées, vous avez des contrôles d'identité partout. Les cellules de détention en garde à vue des personnes sont prévues pour des terroristes. Donc, elles sont au 6e sous-sol, elles sont dans des conditions où ils ne voient jamais le jour, etc. Tout ça pour voir des copains qui ne voulaient qu'une seule chose, c'était préserver l'eau et la terre. Et en fait, je peux vous dire que ce jour-là, j'ai mesuré à quel point leur répression pouvait être incroyablement violente et dure. Et solidarité avec les copains qui étaient dans ces cellules, solidarité avec Julien Leguet qui aujourd'hui a une assignation à domicile. Donc oui, ils ont les moyens de la répression, ça fait aucun doute, et ils peuvent nous écraser par leur violence, ça ne fait aucun doute. Maintenant, moi, je suis en train de vous parler d'une bataille culturelle dans la société et de la progression de nos idées à l'intérieur de la société. Et en fait, ils pourront tenir un temps par la répression. Mais de toute façon, ils n'y arriveront pas à moyen et long terme parce que ces idées-là sont déjà présentes. Je veux dire, le travail, aujourd'hui, si vous regardez par exemple l'adhésion à la valeur travail si chère au conservatisme, eh bien, l'adhésion à la valeur travail est en train de s'effondrer littéralement. L'écologie est en train de devenir une des préoccupations majeures. Mais même le rapport aux animaux. Moi, quand j'ai dit barbecue, j'ai mis la France entière en position latérale de sécurité. Il y a eu des sondages qui ont été faits. Il y avait 65% des Français et Françaises qui étaient d'accord avec moi sur ce que j'avais dit. Donc, en fait, je veux dire, on ne mesure pas, et je crois que c'est vraiment le défaut de la gauche, c'est que nous nous pensons minoritaires, alors que je pense que nous ne le sommes plus. Ce qu'il manque, c'est une forme de débouché politique unitaire et en capacité de gagner, parce que moi, je pense que
que ça passe aussi par les élections, mais ça, c'est à nous de le construire, et c'est là que nous sommes faibles. C'est que nous ne sommes pas en capacité de construire cette espèce de débouché politique qui serait une véritable alternative et un véritable espoir. Moi, j'essaye de le faire à l'intérieur de mon parti, vous essayez de le faire là où vous êtes tous et toutes, mais maintenant, il va falloir vraiment qu'on rentre en campagne, qu'on passe à l'action et qu'on mette toute notre énergie dans la capacité à gagner. Mais je vous le dis, on est en capacité de le faire. Voilà, vraiment. Tu as raison, Sandrine, de rappeler que la victoire est possible, bien sûr. Mais alors, j'ai envie de te dire aussi qu'il y a quelque chose qu'on doit avoir en tête, c'est on fait quoi de la victoire? Et on gagne comment? Parce que si on gagne en étant petit bras sur nos sujets, et ben là, on va avoir un vrai souci après. Parce que pour moi, et on se le dit à la rêve, la victoire n'est pas tout. Parce que, et là je vais rejoindre Philippe, dans ce qu'il a dit tout à l'heure, oui, on est très de gauche avant d'être élu, et puis après, on doit oublier qu'on était de gauche et qu'on a été élu là-dessus. Et bien sur l'écologie, ça peut être tout à fait la même chose. On peut arriver avec des grands discours, on peut arriver avec des promesses, enfin avec des grands, pas si grands que ça aussi, et ça c'est l'une des choses auxquelles on est particulièrement attentif à la rêve, puisque nous assumons d'être radicaux. Quand nous on dit par exemple, un jour il ne faudra plus manger de viande, on nous regarde et vous êtes fous. Vous êtes fous, on fait quoi des éleveurs, vous ne vous rendez pas compte de l'économie de la viande chez nous en France, tout ce que... Et nous, on imagine un système économique derrière qui, au contraire, favoriserait ceux qui sont éleveurs aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre eux souffrent terriblement en réalité de leur métier, avec énormément d'heures de travail, des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, des gens qui arrivent à peine, pour certains d'entre eux, pas tous, à vivre de leur métier, beaucoup qui voudraient faire autre chose. Nous, on propose des reconversions, on propose d'en faire des cultivateurs, pour ceux qui veulent rester dans l'agriculture, enfin bref, on a tout un système. Sur beaucoup de sujets, sur la question du... par exemple, de réduction du temps de travail. Vous savez que nous, on a là aussi des objectifs à long terme qui peuvent paraître utopiques, mais qui sont très ambitieux. Nous, on dit pas 32 heures, comme disent par exemple les Verts d'Europe Écologie. Nous, on dit 20 heures. Réfléchissons à une société où on ne travaille plus que 20 heures par semaine, sachant que, là encore, c'est pour simplifier la question, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Pour beaucoup d'activités, on ne peut pas réduire simplement l'activité à une question de temps de travail. Mais, et là, j'en reviens à l'objet de notre débat aujourd'hui. Parce que là, Sandrine... Jardinage ou rupture? Exactement. Et là, tu parlais à l'instant, et tu as raison d'en parler, parce qu'il faut que ça passe par une victoire. Mais il ne faudrait pas que la victoire elle soit déceptive à la fin par rapport à la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Quand on sait que si tous les humains et les humaines de la planète consommaient autant que les Françaises et les Français, il faudrait 3 planètes. Si c'était comme les Américains, 5 planètes, je le rappelais hier. Ça veut donc dire que nous, en France, on a un problème de consommation. On consomme trop. Si on consomme trop, ça veut donc dire qu'on doit consommer moins. Si on consomme moins et qu'en plus on veut ramener la production en France pour des tas de raisons absolument logiques, ça veut dire qu'il faut qu'on produise moins. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on invente d'autres leviers économiques, d'autres manières de créer ce que je disais hier dans la petite allocution que j'ai faite, ce que j'appellerais moi l'économie de subsistance. C'est-à-dire les moyens financiers qui font qu'on peut avoir un logement, qu'on peut s'habiller, qu'on peut se nourrir, etc. Et faire en sorte que ça ne repose plus uniquement sur l'argent qu'on touche d'un emploi. Il faut repenser, et c'est pour ça qu'on a tellement de ponts avec le NPA, la question de la propriété privée, sur des biens essentiels comme le logement, la maison. Et là, tu vois qu'on entre dans des champs qui, pour le coup, entrent en contradiction avec beaucoup d'idées communes qui sont encore assez populaires. Et c'est là la difficulté. Et je pense que c'est l'une des difficultés auxquelles la formation politique dans laquelle toi tu essayes d'apporter un renouveau idéologique, c'est pour ça que cette formation politique, elle stagne aujourd'hui, et tu le constates tout. Non, je dis l'inverse. Je dis exactement l'inverse. Je dis que toi tu essayes précisément, je pense, de les alerter sur le fait que la manière dont ils ont pris les questions écologiques fondamentales depuis 20 ou 30 ans n'est pas la bonne du tout, et qu'elle est beaucoup trop tiède, et que c'est pour ça que finalement, électoralement, ça se ressent aussi. Et je pense que notre défi, à nous trois, c'est d'essayer de faire comprendre dans l'opinion que précisément être radical, je le disais, c'est être raisonnable, mais même que c'est le seul chemin à prendre aujourd'hui. Et là, je pense qu'on a quand même un travail très long. C'est pour ça que je dis, oui, tu as tout à fait raison. La victoire de notre camp est possible en 2027, et on doit tout faire, tous se mobiliser
pour y arriver. Et je suis d'accord avec toi, gagner en 2027, pour la gauche et pour l'écologie, c'est possible. Mais ce ne sera que le début pour nous du travail, parce que, et c'est ce qui nous réunit, je crois aussi ce matin, c'est qu'au sein de ce camp, nous incarnons quand même une voix singulière. Et qu'on va plus loin sur un certain nombre de sujets que ceux dont nous sommes les alliés fidèles, les camarades, parce que nous essayons d'ouvrir des chemins sur un certain nombre de sujets, et que ces chemins ils sont absolument essentiels, que ce soit effectivement, je vais le redire aujourd'hui, mais c'est sur les droits des animaux. C'est une question effectivement qui est économique, etc., mais qui est profondément éthique. Remettre de l'éthique dans la politique, pas seulement dans les pratiques, mais dans les idées qui vont émaner de nos formations, c'est absolument essentiel. La politique est en train de mourir, notre pays est en train de mourir, le monde est en train de mourir parce qu'on est en train d'en extraire toute notion morale. Le génocide à Gaza, c'est une faillite morale. Les canicules, c'est une faillite morale. Et donc voilà, et là je pense qu'il faut être aussi conscient de toute la difficulté de la tâche qui est devant nous, mais ne pas en avoir peur en revanche. Alors, en effet, il y a un sujet sur la ligne politique et la radicalité qui est portée. Moi, je pense que c'est pour ça que je me bats au sein de mon parti, pour que nous ne nous perdions pas dans une alliance avec le Parti socialiste, qui a quelque chose, je le dis, de confortable, parce que le Parti socialiste n'est tellement pas écolo qu'en fait, il y a aussi une forme de rente de situation que d'être avec eux et de pouvoir parler d'écologie et d'être les spécialistes de la question. Mais moi, très sincèrement, au-delà des partis politiques, je pense que dans un moment où nous pouvons accompagner, améliorer, transformer un petit peu le système. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une rupture avec ce système économique et social, faute de quoi nous ne résoudrons absolument aucun des maux de ce monde. Donc c'est précisément parce qu'il nous faut cette rupture qu'il nous faut aussi avoir un discours radical et nous ancrer profondément à gauche. Maintenant, je pense que, et peut-être est-ce aussi une différence, c'est que, encore que j'en sais rien, mais moi quand j'entends LFI appeler à ce que des personnalités les rejoignent, et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'appels en ce sens. Pas toi ? Ah bah, très bien. Donc, mais toi, t'es déjà venu alors. Non, mais donc ils en appellent à des personnalités. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà des personnalités et créer une dynamique institutionnelle. Et les partis politiques font partie de cela. Maintenant, là où je rejoins Philippe, c'est que je pense que les partis politiques ne sont plus la solution dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que les partis politiques, et je vois le mien, est absolument verrouillé par un nombre très restreint de personnes qui en décident absolument tout et qui sont là pour distribuer et avoir un pouvoir sur l'attribution des places, en fait. Il faut se le poser clairement. Et donc, tout le flou sur la ligne arrange tout le monde puisque ça permet de donner un coup à l'un, un coup à l'autre, un coup au troisième, etc. Et qu'en fait, si nous ne revoyons pas la manière même de faire de la politique, alors nous n'arriverons pas à nous sortir. Maintenant, moi, je reste dans ce parti politique précisément parce que dans la Ve République, il n'y a pas tellement d'autres espaces dans lesquels on puisse influer sur les décisions de stratégie, de politique électorale. Mais voilà, j'en connais toutes les limites et je vais vous dire, je la vis quotidiennement, toutes les limites. Moi, je me disais tout à l'heure quand vous m'applaudissiez, et encore merci pour cet accueil hyper chaleureux, si j'avais eu cet accueil-là chez les Verts, j'aurais été hyper heureuse. Vas-y. Mais la bataille continue. Et c'est aussi en ne lâchant rien qu'on gagne les choses. 2 secondes. Tu as raison de dire qu'il y a un énorme problème de fonctionnement des partis politiques. Après, il y a une solution aussi. C'est créer son propre parti quand on n'est pas content des partis qui existent. Et nous, c'est ce qu'on a fait à la Rêve. Merci. Attends, je prends la main.
Je vais devoir vous quitter malheureusement, donc je voulais juste dire un petit mot. Merci vraiment à tous les trois pour cette présence aujourd'hui. Moi je pars, mais eux ils restent, vous inquiétez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une séquence politique forte en 2026 qui est passée un petit peu sous les radars médiatiques. Je le sais parce que moi j'attendais les listes électorales pour les municipales 2026 avec impatience. Pourquoi ? Et pour vous dire à quel point le débat démocratique il est faussé par la mainmise de 9 milliardaires sur 90% de la presse française. En novembre 2025, quand le RN a fait un communiqué de presse en fanfaronnant et en annonçant qu'ils allaient présenter 650 listes estampillées RN au municipal 2026, moi j'ai attendu au mois de mars de voir les médias qui feraient le taf pour dire combien il y avait de listes RN vraiment. Ils ne l'ont pas fait. Donc je l'ai fait, voilà. Il y en avait 405 listes RN. Et l'Association des maires de France, elle a estampillé 600 listes, je crois, en plus des 405 du RN, extrême droite. Donc voilà, ce n'était pas non plus la grosse victoire du RN dans les territoires, comme c'était annoncé, comme il l'avait dit en fanfaronnant dans tous les médias dont les propriétaires sont leurs amis. Et voilà, sur 36 000 communes, et à l'inverse, seulement sur les listes citoyennes participatives, donc estampillées de gauche, écolo, etc., tout ce que vous voulez, qui protègent les animaux, bien évidemment, qui dénoncent le génocide à Gaza, bien évidemment aussi, là, il y en avait 682, d'accord ? Donc, c'est pour montrer aussi ce que dit Sandrine sur ces batailles culturelles qui est complètement ignorée, flouée par les médias dominants, qui contrôlent cette espèce de débat en permanence, qui nous oblige souvent à avoir des réactions par rapport aux dingueries que va faire ou dire les gens du gouvernement, mais il se passe sur les territoires des choses très concrètes, et notamment parce que là c'est l'été, je voulais vous parler des rivières. Il faut savoir qu'il y a une espèce de révolution ontologique de notre rapport aux rivières qui est en train d'avoir lieu dans tous les syndicats des rivières de France. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, c'est des techniciens, c'est des hydrogéologues qui décident de libérer les rivières, de décorseter les rivières, d'enlever les canaux, les drains, les fossés, les buses, d'arrêter de faire en sorte que les rivières elles filent droit vers la mer pour réhydrater les territoires. Je suis notamment le travail d'une association qui est le mouvement de l'Alliance avec le peuple Castor, qui est mené en France par des personnes formidables, dont l'artiste franco-américaine Suzanne Husky et le philosophe Baptiste Morisot, que vous devez connaître. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de quel est notre rapport à l'eau, au vivant, au sol, des choses très concrètes. On a beaucoup parlé de l'agriculture. Il faut toujours avoir en tête en France que la France, elle est composée pour moitié de surface agricole. Donc quand on a des députés à l'Assemblée nationale, et je pense à Jean-Claude Roux, qui a essayé de protéger les captages d'eau potable des pesticides, et qu'on voit que le RN et LR ont voté contre la protection des captages d'eau potable des pesticides, alors qu'on a des études qui prouvent que rémunérer les agriculteurs pour qu'ils ne mettent plus de pesticides sur ces captages d'eau potable, ça coûte moins cher que de dépolluer l'eau. On voit à quel point nos dirigeants actuels sont hors sol et complètement déconnectés de ce qui va faire un territoire vivant et en bonne santé, parce que c'est d'abord si on maintient des conditions d'habitabilité pérennes en France qu'on va pouvoir y arriver. Donc il y a vraiment des choses qui se passent de partout. Intéressez-vous au syndicat des rivières près de chez vous. Les luttes locales, je suis sûre que je vous faites déjà, donc je ne me permettrai pas de vous le dire. Et en tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. Soutenez la presse indépendante. Je suis attaquée en diffamation par une multinationale en ce moment et on a vraiment besoin d'aide pour continuer notre travail. Merci tout le monde. Ajouter. Sur la question de on va gagner, on va pas gagner, je pense qu'on peut gagner. Enfin, on milite toutes et tous parce que quelque part on croit qu'on peut gagner, mais même si on pensait ne pas pouvoir gagner, il n'y a pas de raison de ne pas militer non plus, de ne pas se battre quand même. On n'est pas obligé d'aspirer la victoire pour se battre. Des fois, c'est une question de dignité. Donc, mais ceci dit, voilà, je pense qu'il y a évidemment qu'on peut gagner, mais c'est pas, à mon avis, la question, le débat, il n'est pas là. On a intérêt à avoir quand même une réflexion sur toutes les fois où on a gagné, où on a pensé gagner, et en fait, on n'avait pas vraiment gagné.
Et là, on peut se retrouver dans une situation un peu comme ça aussi. On peut penser gagner, et c'est pas dit qu'on gagne vraiment. Boric, en Chili, je reviens là-dessus, c'était une sacrée victoire. 5 ans après, c'est un fasciste qui gagne. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 ans? Boric, aussi de gauche soit-il, a réprimé le mouvement étudiant l'année d'après. Et puis petit à petit, bam, 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 tout s'est inversé. Et nous, on a quand même une sacrée expérience aussi d'une gauche qui a tout renié, qui a trahi. L'Espagne a cette expérience-là, la Grèce, Syriza, 2014-2015, programme hyper radical. C'était pas une gauche molle, Syriza. Vous voyez l'histoire de la Grèce, avec une extrême droite très forte, des assassinats de militants, enfin le climat en Grèce est hyper dur, même s'il y a toujours des mobilisations étudiantes notamment. Donc en fait c'est ça, c'est la question qu'on peut se poser, c'est ça veut dire quoi gagner? Je crois qu'Émeric le disait aussi. Et donc du coup évidemment que la question électorale elle est hyper importante, on ne peut pas être indifférent à avoir une mairie d'extrême droite ou pas, ou même des députés, le nombre de députés d'extrême droite ou de la gauche radicale, on n'est pas indifférent à ça. C'est très important dans le rapport de force, c'est très important pour faire caisse de résonance et même des fois de prendre des décisions qui vont dans le bon sens. Mais le fond du fond fait qu'aujourd'hui on s'aperçoit bien qu'un succès électoral ne suffit pas et n'a jamais suffi. On a une grande expérience quand même électorale en France. On peut revenir à mai-juin 36, même si c'est un peu exceptionnel parce que la victoire électorale n'a rien à voir avec la grève, elle était avant la grève. Mais c'est vrai que c'est la grève qui va imposer au gouvernement des droits nouveaux qui n'étaient pas prévus. C'est une histoire un peu particulière, mais sinon, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion là-dessus, et après de faire ce lien entre un agenda électoral et en prenant conscience qu'on est quand même quelque part prisonnier de l'institution, parce que l'agenda électoral, à la limite, la bourgeoisie, elle n'en a pas grand-chose à faire. Elle peut très bien avoir un personnel, des fois, on l'a vu, même les artifices de la Constitution avec le 49.3, mais pas que le 49.3. On pense qu'on est assez fort pour gagner, hop, il tire un tiroir, il dit non, il y a ça, on peut quand même. Et combien de trucs ils ont comme ça? Et la Constitution, qu'on passe à la 6e, ou même à la 7e, ou à la 8e, ou même, admettons, on passe à la 15e directement, c'est pas dit que ça change énormément. Donc c'est cette réflexion-là qu'on a besoin d'avoir. Et donc du coup ça fait le lien après sur le mouvement féministe d'aujourd'hui, le mouvement écolo, LGBT. Je pense que c'est 3 exemples qui montrent la capacité de la population à pouvoir s'auto-organiser et du coup influencer. Et le rapport de force il se joue vachement plus à ce niveau-là, à notre avis, sans le déconnecter du reste. Et c'est ça qu'on a besoin d'avoir. Et d'autant, et je finis là-dessus quand même, c'est qu'on est pour, on l'a dit, on soutient la candidature LFI, on pense qu'il faut serrer les rangs. Et surtout avoir une stratégie qui empêche, en tout cas tout faire pour empêcher l'extrême droite de gagner. Mais on sait très bien que l'AFI elle-même, je suis désolé mais enfin autant se le dire, tout n'est pas nickel. Du point de vue démocratique, du point de vue des pratiques militantes, il y a du sectarisme, il y a de l'autoritarisme. Donc on est un peu... On est un peu obligé des fois de reconnaître certaines choses et de se dire que, et surtout que quand on rompt pas avec le mitterrandisme, on peut aussi se poser des questions. Mitterrand, c'est un des plus grands traîtres, mais il n'a pas trahi en 81. En fait, Mitterrand, il a trahi pendant la guerre d'Algérie et il a toute une histoire. Mais quand on est dans cette ligne politique-là, on peut aussi se dire, il vaut mieux être lucide quand même. On n'a pas encore réussi à construire la gauche dont on avait besoin, une gauche radicale, ouverte, unitaire, qui respecte tout le monde. Et ça, c'est pas gagné. Et si on veut une campagne présidentielle dynamique qui mobilise un peu comme on a vécu avec le NFP. Le NFP, c'était super bien, c'était une mobilisation large qui a dépassé les rangs militants, qui a été prise en main par beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout militants ou militantes, et on a vu une dynamique pendant 3 semaines qui a permis au moins une victoire qui est importante, parce qu'on n'a pas eu le RN à l'issue de ces 3 semaines-là, et on aimerait bien que cette campagne présidentielle redevienne quelque chose qui ressemble à ça, et où tout se discute, où ça bouillonne d'idées, où on essaie de voir comment on reconstruit la gauche qu'on a envie d'avoir, et en fait qui permet d'offrir, comme dit Sandrine, un débouché politique réel, et qui est connecté en permanence avec les mobilisations sociales, avec l'auto-organisation dans les quartiers, dans les entreprises, un peu partout. Enfin voilà, ça nous semble crucial dans la période qui vient, et ça c'est très possible. Merci beaucoup à Stella.
Il va y avoir la séance de questions-réponses. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Je veux juste d'abord remercier Laurie Deboeuf qui a dû partir prendre un train, mais on la remercie d'avoir été là. Et je vous précise, avant de passer aux questions, qu'on aura après une séance de dédicace sur le stand de la Rêve avec donc Philippe Poutou, Sandrine Rousseau et Émeric Caron. Merci beaucoup d'être là tous les trois, c'est vraiment super de vous écouter et rassurant aussi. J'ai une question en 3 phases, je suis désolée, je vais essayer de faire court. D'abord les luttes locales. Moi je viens de Creuse, on a l'implantation de l'usine Biostyle à Guéret qui est en train de nous poser des gros problèmes. On lutte autant que faire se peut, mais je crois qu'on n'a pas assez d'écho au niveau national malheureusement. Heureusement, on a des grosses associations qui peuvent nous aider comme Canopée Forêt Vivante, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut aussi des relais politiques. Deuxième énorme projet en cours, une méga porcherie à Royères-de-Vassivière qui va tout pourrir. C'est-à-dire on a un lac qui fait 10 000 hectares, qui était le plus grand lac d'Europe, qui va être détruit à cause de l'implantation d'une méga porcherie de 2000 animaux. On essaye de se battre, mais là, pareil, ils sont en train de tout faire passer par le biais du préfet. Deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est les reculs possibles par rapport aux lois écocidaires et liberticides. Comment on peut faire avec tout ce que Macron a fait passer pendant 10 ans, sans démocratie aucune? Est-ce que vous pensez que si la gauche passe, la vraie gauche, on va pouvoir reculer? Et la troisième partie, encore plus grande, comment on va faire vis-à-vis de l'Europe et de la finance mondiale pour lutter contre ce qu'on essaie de nous imposer? Voilà. Je pense que la Grèce est un très bon exemple. Ils ont été détruits par l'Europe. La crêpe a été retournée, quoi. Oui. Il y a plusieurs questions, nous sommes plusieurs, donc on va se répartir le travail. Je prends quelle partie? Il y avait une partie qui était sur le recul des libertés, c'est ça? La deuxième question, c'était... D'accord. En fait, j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu parlé de ça tout à l'heure, puisque je parlais à la fois de la pratique des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, et puis on a un personnel politique aujourd'hui qui est au pouvoir, qui, de toute façon, quelles que soient les institutions, de toute façon, se serait comporté de cette manière-là, c'est-à-dire dans la violence. Aujourd'hui, on est vraiment dans le règne de la violence à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on a cette violence politique, cette violence médiatique et cette violence qui s'exerce aussi physiquement maintenant sur des personnes en manifestation. Si nous arrivons au pouvoir, il est évident que tout cela changera, tout simplement parce que les personnes qui seront, quand bien même on resterait dans le même cadre, moi je dis effectivement qu'il faut qu'on ait une nouvelle constitution, même si Philippe doute un petit peu, mais il a complètement raison d'être très attentif à ok, mais on met quoi dedans? Non, mais il a raison. Donc, mais je dis que même dans le cadre de cette constitution, on sait qu'on peut faire autrement. Enfin, on assiste aujourd'hui à une recrudescence aujourd'hui des violences policières, par exemple. Moi, quand j'avais 18 ans, 20 ans, 25 ans, on pouvait manifester, je ne dis pas que ça n'a jamais existé en manifestation, mais on pouvait manifester sur un certain nombre de sujets sans risquer de se faire tabasser. On pouvait avoir des revendications écologiques sans risquer de se faire arrêter chez soi. On pouvait avoir des revendications pour le droit international sans être traité par les pouvoirs publics comme un potentiel terroriste. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé depuis plusieurs années lors de la violence. Donc de toute façon, si nous arrivons au pouvoir, nous aurons des pratiques différentes. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, qu'il ne faudrait absolument pas sous-estimer dans le moment politique qu'on est en train de vivre, c'est l'importance du cadre médiatique. Je le disais, la violence médiatique, c'est-à-dire le fait qu'on permette à une chaîne comme CNews d'émettre sur une fréquence publique. Donc une chaîne qui tient des propos racistes, des propos haineux, des propos sectaires, qui diffuse des fake news, c'est très important. Et ce qui est particulièrement nouveau, je trouve, dans cette élection, c'est que jamais la question de la vérité factuelle n'a été aussi importante dans la question politique. Et ça fait partie, là encore,
nous, en tant qu'écologistes, je trouve, du sujet, puisque tout ce qu'on raconte, nous, si on parle que d'éthique animale, moi, dans tous les bouquins que j'écris depuis des années sur ce sujet, je ne cesse de dire, si on est bien informé sur la réalité biologique des animaux non humains, de ces animaux qu'on élève, si on a lu les dernières avancées en éthologie, en neurosciences, en biologie moléculaire, etc., on en arrive en philosophie morale, on en arrive à la conclusion qu'on n'a plus le droit d'exploiter les animaux. Et je pense que beaucoup des choses que nous faisons, que nous pensons, sont liées à la manière dont nous avons été alimentés en information. Et il se trouve qu'aujourd'hui, comme en effet ça a été rappelé, il y a une dizaine de milliardaires qui contrôlent l'essentiel de l'information, ça a une influence majeure. On a maintenant les réseaux sociaux aussi, qui sont contrôlés cette fois-ci par des hommes d'affaires étrangers, des milliardaires étrangers, dont on voit aussi qui peuvent influencer terriblement la manière dont les informations sont rapportées. Quand vous allez sur des moteurs de recherche, ChatGPT, etc., les réponses qui vont vous être faites sont déjà dirigées. Et je pense qu'une grande partie de la bataille, elle est là. Et ça, c'est quelque chose dont on a parlé, c'est que je pense que dans la résistance ou dans la campagne qu'on doit mener, mais de toute façon dans la résistance qui est la nôtre par rapport au climat ambiant, il y a vraiment la question de comment on informe, comment on replace la vérité factuelle au cœur de notre propos et comment on la fait émerger alors qu'elle est vraiment évacuée de tous les plateaux. Moi, je suis journaliste à la base. Je vois des choses que j'avais jamais imaginées. Je vois des gens qui vont sur des plateaux télé, des responsables politiques, associatifs, etc., ou des éditorialistes qui se prétendent spécialistes en économie, qui disent mais des mensonges absolus et qui ne sont absolument pas repris par des journalistes dont ce serait le travail. Et là, nous, on a une difficulté parce qu'effectivement, dans le système actuel, quand tu n'as pas l'argent pour, par exemple, créer des... Alors, on a reçu Denis Robert, vous étiez là peut-être vendredi, exemple de réussite, mais qui est quand même encore un peu atypique dans le paysage global et général, d'un média indépendant qui, lui, va effectivement essayer de travailler les questions de vérité. Donc voilà, ça c'est une difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense que la bataille informative va être au cœur de la campagne qui vient, mais il faudra aussi revoir complètement, si on est élu, la question de la liberté de la presse aujourd'hui, de l'indépendance de la presse. Et ensuite, on aura toutes les questions culturelles aussi. Il y avait d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Votre question était très très large, donc déjà j'ai oublié les autres, pardon. Excusez-moi, Ah. Sur les luttes locales, juste, n'hésitez pas à nous écrire parce que des fois, nous, on ne les voit pas aussi depuis l'Assemblée. Donc, envoyez-nous vos luttes locales sur les adresses de l'Assemblée. Parce que moi, je pense que c'est par là que ça passe. Là, pour le coup, je rejoins absolument Philippe. Et donc, j'essaye d'en faire le plus possible. Après, j'ai un agenda qui ne me le permet pas tout le temps. Mais en tous les cas, si moi, je ne peux pas, je l'envoie aussi à d'autres. Et en fait, il est très important qu'il y ait des écharpes qui soient là-bas parce que c'est aussi une manière de montrer que depuis la République, depuis l'Assemblée, on voit les choses. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vienne. Et après, ça alimente aussi évidemment les luttes, les amendements à l'Assemblée, enfin, ça alimente les discours politiques, les positionnements, les lignes, donc c'est très très important, quoi. Je vais quand même dire un petit mot sur les luttes locales. Moi, je suis d'accord avec Sandrine et je pense que nous, on le voit aussi autour de Bordeaux, par exemple. Là, tu citais des exemples dans la Creuse ou le Limousin. À Bordeaux, on a au moins 5-6 chantiers, en fait, 5-6 mobilisations qui sont là, mais trop faibles par rapport à la logique destructrice des pouvoirs. Parce qu'en fait, on en revient au cynisme de ces gens-là, c'est qu'ils s'en foutent. Le préfet finit par valider. Alors ils sont prudents, suivant la résistance qu'il y a, ils vont jouer le calendrier des recours, enfin ils vont faire gaffe et tout ça, mais au bout du compte, la décision, de toute façon, ils l'ont déjà dans la tête. Donc on sait qu'on est aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des cas, pas assez fort pour empêcher que ces projets aillent jusqu'au bout, à part des exemples très rares, comme même les bassines, c'est quand même pas mal, puisqu'ils arrivent à faire annuler des projets de bassines, pas toutes, mais quand même quelques-unes. Il y a eu Sivens dans le passé, il y a une dizaine d'années, petit hommage à Rémi Fraisse en passant, mais l'époque d'une répression hyper brutale du PS à l'époque, et Notre-Dame-des-Landes. Donc on a des victoires, et même il y a d'autres petites victoires comme ça, enfin petites, c'est jamais petit une victoire en fait, mais c'est vrai qu'après, donc la solution, c'est la connexion de ces luttes-là, certainement, mais c'est ce que tentent les soulèvements de la Terre, ils le font très bien, parce que bien souvent, quand il y a quelque chose qui se passe, ils invitent,
Et c'est souvent l'occasion c'est des carrefours en fait. Chaque mobilisation, on l'a vu quand il y avait les manifs de soutien à Julien Leguet dans la lutte des bassines, ou même les grands moments de la lutte des bassines, c'était souvent des rencontres en fait, des retrouvailles de plusieurs luttes. Et il y avait des débats, des tables rondes qui étaient à Mel, du côté de Poitiers. Là. Bon, ça existe, mais c'est vrai qu'on est en retard, quoi. Voilà, on est en retard par rapport à la logique, par rapport au pouvoir qui arrive à faire passer les choses en force. Donc oui, la solution, c'est ce qu'on appelle la convergence. Bon, voilà, c'est facile à dire. Hein. Après, il faut des militants, des militantes, il faut des cadres, il faut des réseaux. Et c'est des choses qu'il faut construire. Et c'est vrai que ça pose aussi la question du lien avec les partis politiques, qui peut-être ne jouent pas le rôle comme ils pourraient le jouer, en popularisant les luttes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis même les syndicats, les forces syndicales, qui jouent peut-être pas le rôle qu'elles pourraient jouer, même si les forces syndicales sont beaucoup plus faibles qu'à une certaine époque. Elles ont pas. Des fois, c'est facile à dire qu'ils devraient faire, mais pour faire, il faut des moyens militants, en fait. Et bien souvent, il y a une fragilisation et un affaiblissement des forces militantes, quel que soit le secteur, y compris le secteur associatif. Donc, on voit bien toute la difficulté qu'on a d'être fort sur tous ces terrains-là, quoi. Mais bon, ceci dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est plutôt qui va dans le bon sens en fait. Il y a quelque chose qui se construit. Mais c'est vrai que on se sent toujours un peu en retard. Voilà. Donc ça, et après sur la gauche, une gauche qui gagne, pour faire vite, une gauche qui gagne, il faut qu'elle soit radicale, on va dire, raisonnable, radicale, puisque raisonnable c'est être radical. Mais ça suffit pas, parce qu'on peut avoir un projet radical. C'est surtout, je pense, la difficulté qu'on a, c'est la construction d'une gauche qui soit connectée en permanence avec le mouvement social. Quand je dis mouvement social, c'est les syndicats, c'est le tissu associatif, les grosses organes, les collectifs et tout ça. Ça peut être ATTAC, ça peut être la LDH, enfin tout ce qui existe aujourd'hui de militants, mais aussi toutes les luttes qu'il y a. Comment une gauche peut se construire en étant en connexion permanente, et à la fois donc de gérer le calendrier électoral et en même temps de jouer sur l'appui des luttes, et comment les luttes l'importance des luttes, c'est que c'est des gens qui interviennent directement. Donc c'est cette gauche-là qui nous manque en fait. Une gauche qui ignore pas, et puis qui s'appuie, et puis qui pas juste voter pour moi au moment où il faut, hein, ou pas une gauche démago qui va dire ah c'est chouette la lutte, et puis après on oublie la lutte. Hein, on le voit trop souvent ça, hein, on le voit localement notamment. Hein, à Bordeaux, la gauche a gagné la métropole il y a quelques années. Et en fait, ils ont tout laissé passer, hein, tous les projets à la con, même des fois ils les ont soutenus. Donc c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que voilà, c'est ça qui nous manque, quoi. À la fois une gauche radicale et une gauche que ce soit un peu la même chose en fait. Voilà. Mais après, il y avait quoi? Il y avait finance aussi. Hein, je suis pas bon en finance, moi. L'Europe. Hein. Ouais. Ah oui, c'est économiste, ouais, c'est vrai. Ah ouais. Libéral en plus, non? Non, anti-libéral. Non, mais évidemment qu'on a une question avec les traités européens, évidemment qu'on a une question aussi avec ce qu'on appelle la richesse et la dette, évidemment qu'on a aussi une question avec le trading de haute fréquence et la spéculation très rapide. Mais ça, ce sont des décisions politiques de les laisser comme ça. Moi, je pense que, par exemple, une des erreurs majeures qu'a fait l'Europe, c'est de laisser la BCE indépendante du pouvoir politique. Je pense qu'une banque centrale, elle doit absolument sa monnaie. La monnaie est quelque chose de politique. La création monétaire est quelque chose de politique. C'est pas quelque chose de technique. C'est quelque chose qui répond à des besoins sociaux fondamentaux. Et donc, si on laisse les banquiers entre eux sans espèce de contrôle, alors évidemment, on a des politiques qui mettent la monnaie au-dessus de tout. Mais de la même manière, je pense que dans les réformes qu'on aurait à faire, il y a la séparation de la finance d'affaires et de la finance de l'épargne, de la gestion de l'épargne des citoyens et citoyennes. Parce que c'est pas là, aujourd'hui, c'est les mêmes banques qui gèrent tout. Ça veut dire que le jour où il y a un problème, où il y a un effondrement, c'est l'épargne des ménages aussi qui est affectée. Donc en fait, il y a toute une réforme monétaire à penser, toute une réforme financière à penser. Mais ça, c'est pareil. C'est vrai qu'en Grèce, ils avaient tenté de proposer une alternative à cette politique européenne, et aujourd'hui, on n'y est pas. Après, voilà, moi, je pense que la Banque Centrale Européenne ne va pas pouvoir continuer sa politique bien longtemps, ne va pas pouvoir continuer à penser que des investissements de la rupture écologique sont des investissements, sont mis dans la case coût
des États et viennent alimenter un déficit. Donc je pense que voilà, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Après, tout cela sont des décisions politiques et ça fait partie des majorités à gagner, y compris dans d'autres pays. C'est pour ça que moi je ne lâche pas l'internationalisme dans nos luttes. Je pense que sur l'écologie comme sur le féminisme comme sur le social, la question n'est pas d'être nationaliste ou national, n'est pas d'être dans un champ national, mais d'être sur une dimension internationale qui nous permettra d'avoir de véritables leviers d'action. Oui, je fais court. Je fais court. Merci évidemment à tous les trois et merci au festival. Vous m'entendez à Emmerich et pour ces 3 jours merveilleux que je viens de passer. Et ça me fait du bien. C'était mon premier festival. Moi, je voudrais m'adresser à M. Poutou puisque je viens de cette région du sud Gironde, moi, Langon. Alors, vous avez parlé des projets destructeurs. Vous avez oublié la LGV qui va nous détruire le Ciron à côté de chez moi, et 3000 hectares de forêt, enfin, etc. Et j'ai une question pour vous. On avait un maire écologiste, que vous dites de gauche, Pierre Urmic, à Bordeaux, et vous ne l'avez pas soutenu, et je voulais savoir pourquoi, et si vous trouvez que notre nouveau maire de Bordeaux est mieux que le précédent, qui n'a pas été élu à quelques voix près. Et de répondre, enfin de discuter là-dessus. Donc, Urmic, allié au Parti Socialiste, qui soutient l'ALGV, qui soutient pratiquement tous les projets écocides, qui n'a jamais rien fait contre, donc ça c'est intéressant. Donc en fait, nous on a vu une écologie dans la métropole, alliée à un Parti Socialiste qui avait intégré la droite dans l'exécutif de la métropole. Et sachez que le PS, à cette élection-là, à l'issue de cette élection-là, soutient Cazenave. Voilà, et qui a mis d'ailleurs les écolos en position très délicate, puisque les écolos étaient avec le PS, et un PS hyper droitier. C'est un PS libéral, c'est un PS, c'est Rousset. Et donc nous, on ne soutient pas le PS, en fait, et on ne soutient pas ceux qui sont avec le PS. Et puis pour dire la dernière chose quand même qui était pour nous hyper importante, c'est qu'Urmic, il a armé la police municipale avec un discours étonnamment dans la ligne réac des autres. Et donc ça, c'était pas possible de soutenir quelqu'un qui donnait des armes à la police municipale, parce qu'on sait très bien ce que ça signifie par la suite. Une police municipale armée, c'est des situations encore plus problématiques, notamment envers la jeunesse, et notamment envers la jeunesse racisée dans les quartiers populaires. Et je rappelle que cette gauche-là, y compris Urmic, a été incapable de soutenir la révolte des jeunes dans les quartiers populaires en 2023 suite à la mort de Naël. Ça fait beaucoup de choses. C'est pas notre gauche. Nous, on veut une autre gauche, et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas soutenu. Voilà. Alors après, évidemment, malheureusement, derrière, c'est le macronien qui gagne. Mais enfin, bon, le PS soutient Cazenave et se sont alliés à la métropole. Donc du coup, on se dit, on n'a pas de regret, on va dire. Bonsoir. Non, mais attendez, juste, pardon, parce que Urmic himself ne soutenait pas la LGV. Je veux pas qu'on laisse faire des choses. C'est que, voilà, juste, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y avait l'armement de la police municipale et que je n'ai vraiment pas compris pourquoi il avait pris cette décision. Ouais. Mais voilà. Mais sur la LGV, je veux quand même pas qu'il y ait de doute, quoi. Ouais, mais justement, le problème qu'il y a, c'est que c'est un jeu de dupes. C'est qu'on est allié au PS. Et le PS qui soutient tout ce que les écolos sont censés combattre. Alors à la métropole, quand il y avait les votes sur la LGV, la métropole les Verts faisaient abstention, pas que du contre. Il y a un jeu de... Mais comme le PS mène la danse sur la région bordelaise, parce que le PS a le département, il a la région, il avait la métropole et il avait les grandes villes comme Senon, Lormont et Mérignac, les plus grandes villes. Donc du coup, il y a un rapport de force qui est en faveur du Parti Socialiste et on voit... C'est tout simplement de l'électoralisme, comment les Verts se sont alliés à un PS, et donc en fermant les yeux quand le PS défendait des saloperies. Alors si c'est ça, faire de la politique, si c'est s'allier avec des gens dont on sait pertinemment qu'ils mènent des politiques qui vont à l'encontre de ce qu'on revendique pendant les campagnes électorales, je dis ça pose un problème de confiance politique. Donc du coup, nous on joue pas ce jeu-là. À partir du moment, et en plus il faut quand même reconnaître que moi j'étais élu, on était 2 élus et puis moi tout seul à la métropole. À aucun moment, cette gauche-là a cherché à s'appuyer sur nous ou à essayer de nous englober à un moment donné à un autre. Ça aurait été compliqué, mais enfin, ils auraient pu tenter. Et ils l'ont jamais fait parce qu'eux-mêmes considèrent qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Ils nous ont attaqués en permanence.
Quand on critiquait, ils disaient, le PS, je parle du PS, y compris des Verts, même en conseil municipal, même la gauche des Verts, même Harmonie Le Cerf, disaient que je ne comprenais pas. C'est-à-dire, en fait, ces gens-là, quand on n'est pas d'accord, on ne comprend pas. Parce qu'on est con. Parce qu'évidemment, moi en plus je viens d'une usine, forcément un ouvrier il ne comprend pas grand-chose. Et on a une sorte d'élite politique, y compris à gauche, socialement. C'est pas le prolétariat, c'est pas les précaires, c'est une caste politique. Et malheureusement, même la gauche, elle est abîmée par ça. Elle a socialement, c'est ce que pourrait peut-être décrire Sandrine Rousseau sur l'ambiance dans le Parti des Verts, c'est que, mais on le voit aussi à gauche, on le voit bien souvent. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a, c'est-à-dire en fait, il y a une non prise en compte de la souffrance sociale parce que tout simplement, ça leur est étranger. C'est pas leur milieu social. Et donc du coup, c'est quelque chose qui n'aide pas à faire des choses ensemble, et ça explique les désaccords politiques. Enfin, Harmonie Le Cerf, elle vient d'un milieu extrêmement populaire. Enfin, je me permets parce que voilà, elle vient d'un milieu très très populaire et Harmonie Le Cerf, elle a une sensibilité. Non, elle n'a pas soutenu ça. Mais bon, voilà. Enfin, non, mais après, voilà. Mais en tous les cas, sur Harmonie, il n'y a pas de doute et elle était contre l'armement de la police municipale. Il n'y a pas de doute non plus. Après, c'est vrai que voilà, il y a quand même eu un sujet. D'ailleurs, ça pose la question aussi de l'échec électoral au municipal, qui est qu'il y avait une promesse de changement et de radicalité avec l'écologie qui n'a pas été totalement, en tous les cas, perçue par les citoyens et citoyennes dans toutes les villes où l'écologie a gagné. Voilà. Je finis là-dessus, c'est qu'il y a du gâchis, il y a un gâchis en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien bon, nous, on n'a pas de joie à dire la gauche a encore une fois renié ses idées. Mais c'est vrai que c'est du gâchis à chaque fois et ça nous coûte cher. Parce qu'en fait, ça remet la droite en selle. Voilà. Et c'est certainement pas les gauchos comme nous qui sommes responsables de la remise en place de la droite. C'est que c'est la gauche, quand elle ne mène pas la politique qu'il faut mener, quand elle arme la police municipale et quand elle ne soutient pas les jeunes qui se révoltent, eh bien oui, la droite en profite. Et ça nous coûte cher. Mais Hollande, c'est ce qu'il a fait. Jospin, c'est ce qu'il a fait. Mitterrand, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire à chaque fois qu'on renie, qu'on se retourne contre ses propres électeurs, qu'on se retourne contre la population qu'on est censé défendre, ça coûte très cher. Et ça coûte pas cher qu'à la gauche. À la limite, la gauche, elle perd, on s'en fout. Ce qui fait chier, c'est que derrière, le rapport de force, il se dégrade et que la droite revient triomphante et qu'elle reprend le pouvoir. Et c'est pas la faute des gauchistes. C'est trop facile. Bonjour et merci à tous les trois dans cette ambiance d'union et parfois de polémique que nous saurons, j'en suis sûr, dépasser le moment venu. Moi, je voulais juste apporter un dernier témoignage, une petite alerte sur le fait que l'ADN de l'extrême droite, je ne sais pas s'il marche bien le micro, l'ADN de l'extrême droite, vous en êtes tous conscients ici, vous imaginez tous ce que peut représenter un monde, une république française. Je ne sais même plus si on pourrait parler de république, mais il existe des républiques illibérales, même peut-être la première d'entre elles, celle des États-Unis d'Amérique, ce qu'elle est en train de devenir. Eh ben, vous imaginez tous, tout cela est encore théorique pour vous. Il y a un endroit où il y a des zones dans le monde où ce n'est pas du tout théorique, parce que l'ADN de l'extrême droite, il s'est structuré avec les débuts et la naissance du capitalisme avant la taylorisation, le fait qu'on se retrouve dans les colonies et sous la pression et grâce à l'outil de l'esclavage, avec des masses de gens qu'on a déportés et qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu la possibilité d'avoir autant de gens disponibles pour autant de tâches qui pouvaient être séquencées. Et donc du coup, c'est ça la pré-taylorisation, c'est ça qui fait que les DOM, les colonies, et plus tard l'Afrique colonisée, représenteront des laboratoires considérables du capitalisme et en feront une fortune tellement considérable, tellement incroyable qu'il y aura toujours une porte d'entrée directe entre les grands planteurs et les patrons différents de l'Élysée. Il y aura même un roi Louis XVIII et Napoléon Bonaparte qui ne sont pas des républicains, mais qui maintiendront ce lien. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, dans les colonies et dans les dom-toms, on a connu concrètement l'extrême droite au quotidien.
L'extrême droite au quotidien, ça veut dire l'élimination des opposants, la presse totalement muselée, les discours orwelliens, l'impossibilité d'avoir une vie épanouie sous quel angle que ce soit. On a connu l'assujettissement de tout un pays à une autre puissance pendant des siècles. L'interdiction de parler sa langue, l'interdiction de lire des livres. Mon père, qui était parmi un des premiers fonctionnaires de l'administration coloniale, n'avait pas le droit de devenir médecin parce qu'on formait juste des cadres pour maintenir le système. Alors ce système, on retrouve les éléments qui aujourd'hui interrogent sur le futur de la France, puisqu'ils sont aujourd'hui complètement dans le débat public, tout à fait validés. Et vous le rappelez tout à l'heure, Monsieur Caron, c'est terrifiant pour moi d'écouter ces news. C'est terrifiant pour moi d'écouter même TF1 ou LCI ou n'importe quelle chaîne, ou même Libération, ou même Marianne. C'est terrifiant. Et donc, terrifiant. Je vois un naufrage médiatique épouvantable qui me rappelle par trop la dictature dans laquelle j'ai grandi. Et je voulais juste vous dire, soyez méfiants, soyez pas seulement théoriques, pensez à comment se construisent les choses et comment les idées politiques évoluent parfois comme des organismes qui se reproduisent, pas forcément là où on a l'habitude de les voir. Et c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. C'est que la France-Afrique, les partis politiques français savaient très bien que ça existait. Il y a eu des protestations, il y a toujours eu des protestations un peu comme ça, de façade, un peu le PC, un peu des mouvements subversifs. Mais le premier fossoyeur de l'Afrique moderne, celle qui aurait pu avoir sa chance, celle qui aurait pu se battre pour ses ressources, au moins en disposer suffisamment pour ne pas avoir nos enfants venir se noyer dans la Méditerranée, c'est le premier fossoyeur de cet avenir-là, c'est François Mitterrand, en inventant la France-Afrique. Jacques Faucard, c'est le conseiller de De Gaulle pour les affaires, c'est lui qui organise le massacre des Bamileke, 400 000 personnes lors de la décolonisation du Cameroun. Mais Mitterrand, qui, comme vous le savez, il écrit le coup d'État permanent contre De Gaulle, mais il en reprend absolument les habits lorsqu'il devient président. Il y a des gens qui sont de gauche avant les élections et qui ne le sont plus tellement après. On a déjà entendu cette phrase tout à l'heure. Donc, voilà, moi, c'est ça que je voulais dire. Quelle est la responsabilité des partis politiques et lisez l'histoire des autres pour ne pas avoir à la revivre. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous sommes bien évidemment d'accord. Je ne pense pas que ça appelait forcément un commentaire de notre part. Je pense que vous avez vraiment bien expliqué les choses. En 2 mots, parce que je pense qu'on va prendre une dernière question. Je ne sais pas où est Loubia. Oui, Loubia est en train de passer le micro à quelqu'un. Et je pense qu'on ne va pas tarder à arrêter parce que je vois que certaines et certains ont des trains à prendre. Parce que, donc je sais, et notamment je pense aussi à Sandrine et à Philippe. Donc si vous êtes d'accord, on va peut-être prendre une dernière question. Tu voulais dire quelque chose? Oui, pour dire qu'il y a quand même une question décoloniale à penser aussi dans nos programmes politiques, mais aussi dans notre vision du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un rapport du GIEC a une dimension coloniale en ce sens où il ne pense pas à la réparation, il ne pense que la diminution du risque, mais il ne pense pas à la question de la réparation et que ça, c'est fondamental. Et donc, je le dis là-bas. Et que par ailleurs, si on veut qu'un parti, quand il gagne le pouvoir, ne fasse pas des choses à l'inverse de ce qu'il a promis, c'est aussi renforcer les contre-pouvoirs
pouvoir alimenter le mouvement social, faire en sorte qu'il y ait une indépendance, etc., des contre-pouvoirs, et que ça se pense aussi dans la transformation écologique, parce qu'il n'y aura pas, par exemple, de vraie transformation écologique s'il n'y a pas une presse véritablement libre, une véritable aussi déontologie des journalistes, et qu'il n'y ait pas une concentration des pouvoirs, parce que moi, l'Europe qui nous empêche de faire le moindre service public parce que soi-disant ça atteint à la concurrence et ça fait des rentes de monopole, permet quand même que toute la presse soit monopolisée par les milliardaires d'extrême droite, et donc ça fait partie aussi des réformes à structurer, c'est que les contre-pouvoirs dans une démocratie, la liberté des peuples qui se révoltent et qui ont des mouvements sociaux doit être garantie constitutionnellement et non pas juste des promesses électorales. Et je rajouterais juste, évidemment, je cautionne tout ce que vient de dire Sandrine, le décolonialisme fait partie intégrante du combat écologiste, bien évidemment. Et j'irai plus loin en disant que la logique colonialiste est toujours très présente dans notre pays. Elle est présente dans des politiques publiques. Elle peut se voir dans la manière dont la police agit dans les quartiers. Elle peut se voir sur des politiques publiques qui sont décidées. Et puis elle se voit aussi dans la manière dont la France a laissé faire un génocide à Gaza. Derrière, il y a bien évidemment aussi la question de ce colonialisme dont la France n'est absolument pas guérie au moment où on se parle. Et la Kanaki, bien sûr, tu peux en parler si tu veux, Philippe. Ouais. Non, mais je ne prétendais pas être exhaustif parce que monsieur a fait voilà, exactement, et j'avais pas... Laquelle ? On a des formulaires d'inscription à notre stand. Je pense que c'est le moment de prendre des décisions dans sa vie. Vous savez, parfois vous avez des erreurs. C'est les bonheurs du hasard qui tout à coup vous ouvrent des chemins auxquels vous n'aviez pas pensé alors que la vérité était là devant vous. Je suis navrée. Ouais. Merci. On fait une dernière question. Voilà, je suis navrée. Alors, je sais que vous avez beaucoup d'attentes, mais là, il y a une séance de dédicace après. Vous pourrez leur parler. Je fais une dernière question. Je suis désolée si je ne l'ai pas fait dans l'ordre des mains levées. J'ai vu beaucoup de mains levées. Donc, je vais laisser la parole pour une dernière question. Et ensuite, on pourra passer aux dédicaces et vous pourrez parler aux intervenants directement. Voilà, donc... il y a des impératifs de train après. Je suis sûre que vous comprenez toutes et tous et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Merci Loubia. Bonjour, je vais essayer de faire vite. C'est une question pour vous trois, mais j'aimerais rebondir sur les propos de Sandrine. Vous avez dit si notre radicalité ne vous plaît pas, c'est que vous faites partie du problème. Alors c'est un propos que j'approuve, je l'ai même repartagé sur Instagram. Ah, désolé, je recommence. Vous avez dit si notre radicalité ne vous plaît pas, c'est que vous faites partie du problème. C'est un propos que j'approuve. Je l'ai même repartagé sur Instagram, ce qui est assez rare pour être noté. Mais je me suis ensuite souvenu, j'ai été candidat aux élections municipales à Poissy, et j'ai eu beaucoup de mal à parler d'écologie radicale à un certain public, les abstentionnistes évidemment, et aussi les personnes issues de quartiers dits défavorisés, dits populaires. Et notamment, je pense à tous ces parents solos qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à éduquer correctement leurs enfants, qui ont du mal quotidiennement pour bien se loger. Et mon discours d'écologie radicale, dans ce cadre-là, était inaudible. Alors ma petite question, c'est tout simplement comment est-ce qu'on embarque ces personnes-là avec nous dans notre radicalité. Et enfin, une petite question spéciale qui m'a été demandée pour vous, Philippe. Est-ce que le A dans NPA, c'est pour antispéciste ? Merci.
Blague à part, je vais laisser la parole à Philippe et à Sandrine. C'est juste, quand j'avais, moi, commencé à réfléchir à une formation politique, j'avais dit effectivement qu'on a dû l'appeler le NPA, puisque je trouvais qu'on avait beaucoup de points communs, sauf cette question qui à l'époque était embryonnaire vraiment chez vous. Et je trouvais que ça aurait été génial de faire le nouveau NPA, mais qui s'était de nouveau parti effectivement antispéciste. Une chose est certaine, c'est que ça ne veut pas dire le nouveau parti anticapitaliste antisémite, parce qu'il y en a qui ont dit que c'était ça. Hein. Donc pas du tout. Mais ça aurait pu être, en tout cas on revendique l'antispécisme, et comme le dit Émeric, de plus en plus, hein, c'est que ça fait partie, je crois qu'on n'est pas la seule organisation à être influencée par le militantisme, notamment il y a tout un militantisme radical contre la souffrance animale, contre les abattoirs et tout ça. Donc même si on a toujours été un peu sensible à ça, mais c'est vrai que de plus en plus on le formule assez clairement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui la NPA revendique l'antispécisme. Même si c'est des choses qui sont toujours en construction, parce que par exemple on a des débats à l'université d'été qui a lieu actuellement, qui commençait aujourd'hui, et est-ce que dans l'alimentation on enlève la viande complètement, et donc des camarades sont archi pour, on l'a déjà pratiqué d'ailleurs l'année dernière, mais ça crée quand même des malaises du côté d'une partie des camarades qui disent oh, mais quand même c'est un peu sévère et tout ça, donc voilà. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que comme beaucoup d'organisations on est touché par ces discussions-là, et c'est chouette parce que ça permet de remettre en question pas mal de choses, et puis voilà, ça fait partie d'une dynamique aussi dans le mouvement militant. Hein, il n'y a pas que cette question-là, mais d'autres questions de prise de conscience, et puis c'est aussi la question de l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire qu'en fait on peut aussi sortir d'une lutte principale et de montrer qu'en fait toutes les autres, il y a des tas de luttes contre des oppressions, contre des dominations qui sont tout aussi importantes, et donc c'est arrivé à connecter tout cela, et ça fait partie pour nous en tout cas d'une lutte anticapitaliste globale. Intersectionnalité. On a du mal à en parler. Moi, je vais vous dire, je pense absolument le contraire. C'est-à-dire que la radicalité écologique, c'est aussi une radicalité de qualité de vie. C'est-à-dire préférer à chaque instant la qualité de notre vie, la qualité de notre environnement, la qualité de notre avenir plutôt que l'argent. Et en fait, les familles solo dont tu parles sont des personnes qui sont absolument dépendantes du matin jusqu'au soir du moindre argent qu'elles gagnent ou qu'elles ne gagnent pas. Et c'est précisément ça l'émancipation humaine que nous cherchons derrière nos propositions. C'est de faire en sorte que toute notre vie ne soit pas conditionnée par l'argent que nous avons ou que nous n'avons pas, et que les besoins essentiels de notre vie soient assurés, même sans avoir besoin d'argent, et qu'elles soient assurées au nom du commun, au nom du collectif, au nom des biens communs, et sorties du marché. Et donc en fait, quand on parle à des parents solos qui n'arrivent pas, et souvent des mères qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui cumulent 1 ou 2 emplois, bien précisément, c'est une manière de leur dire mais le loyer que vous payez, l'eau que vous payez, l'électricité qui n'arrête pas de s'envoler, l'inflation, parce que là, comme il n'y a pas eu de fruits et légumes pendant tout l'été, l'inflation de la rentrée va être absolument terrible. Tout cela, en fait, c'est le résultat des politiques libérales, et notre écologie radicale vous protège de cela. Je pense que ce sera ça le mot de la fin pour cette table ronde. Je pense que ça résume assez bien tout ce qui nous unit ici sur cette scène, mais dans la salle. Merci beaucoup Sandrine, merci Philippe d'être venu conclure nos Unirêves Cités 2026. Merci à vous.